Un millionnaire abandonna son bébé sur la route pour ne pas lui laisser de chance de survie. Des années plus tard, le millionnaire frissonna en étant sauvé par un mendiant identique à lui. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Jonathan Lefebvre ajusta le nœud de sa cravate en soie italienne devant le miroir vénitien de son hôtel particulier. Ses yeux marrons, aussi froids qu'une nuit d'hiver, étaient fixés sur son propre reflet tandis que ses doigts tambourinaient nerveusement sur le comptoir de marbre. Les pleurs du bébé résonnaient dans les couloirs luxueux, envahissant chaque pièce de la maison comme une accusation silencieuse. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il saisit le verre de whisky et murmura pour lui-même « Tu n'as pas le choix, Jonathan. Ce bébé détruira tout ce que tu as construit. Hélène n'acceptera jamais d'épouser un homme qui a eu un enfant avec une domestique. » L'homme d'affaires gravit les escaliers en marbre, ses pas lourds résonnant dans l'hôtel particulier vide depuis la mort de Lise, la domestique qui avait osé pénétrer dans son monde. La chambre du bébé, hâtivement décorée et cachée dans l'aile la plus éloignée de la maison, gardait son plus grand secret. À travers la porte entr'ouverte, il observa l'enfant qui pleurait dans son berceau, si petit et si fragile. Son cœur endurci faillit vaciller un instant quand le bébé cessa de pleurer en le voyant. « Pourquoi as-tu dû naître ? Lise aurait dû faire ce que je lui avais demandé. Maintenant, elle est morte, et toi, tu es la preuve de ma plus grande erreur. » Des nuages noirs commencèrent à se former dans le ciel quand Jonathan enveloppa le bébé dans la couverture bleue de Lise. Ses mains, habituées à conclure des contrats à plusieurs millions, tremblaient maintenant en touchant la peau délicate de son fils. Le petit médaillon en argent, le seul cadeau que Lise avait laissé pour l'enfant, brillait faiblement dans la lumière tamisée de la pièce. Jonathan envisagea de retirer le bijou, mais quelque chose l'en empêcha. Dans son esprit, la dernière supplication de Lise résonnait. « Promets-moi que tu prendras soin de lui, Jonathan, promets que notre fils aura une vie décente. » En descendant les escaliers avec le bébé dans les bras, Jonathan sentit le poids de sa décision s'alourdir à chaque marche. Le téléphone sonna, le stoppant à mi-chemin. C'était Hélène, sa fiancée, la fille d'un sénateur, son passeport vers le pouvoir qu'il convoitait tant. Il laissa le répondeur prendre le message. « Mon amour, je suis tellement excité par les préparatifs du mariage. Papa a réussi à confirmer la présence du gouverneur à la cérémonie, n'est-ce pas merveilleux? Tu seras l'homme le plus puissant de la région. » Le garage de l'hôtel particulier était silencieux lorsque Jonathan posa le bébé sur la banquette arrière de sa Mercedes. Le contraste entre le cuir italien et la simple couverture de l'enfant semblait crier la différence entre leurs deux mondes, qu'il tentait de maintenir séparés. En démarrant la voiture, ses mains saisirent le volant avec force tandis qu'il murmurait « C'est mieux ainsi, tu auras une chance de vivre sans porter le poids de mon nom, et moi, je pourrai vivre sans porter la marque de ma faiblesse. » Sans regarder son fils, pour ne pas regretter sa décision, il ajouta « Les Henderson ne pleurent pas, ne peuvent pas pleurer. » Les premières gouttes de pluie tombèrent alors que la voiture quittait les grilles de l'hôtel particulier. Jonathan conduisait en silence, observant dans le rétroviseur le bébé endormi, inconscient de son sort. Les rues devenaient de plus en plus désertes au fur et à mesure qu'il s'éloignait du centre. Dans son esprit, la voix de Lise résonnait encore, « Notre amour n'était peut-être pas prévu, Jonathan, mais ce bébé est la preuve que quelque chose de vrai en est né. » La tempête gagnait en force lorsque Jonathan arrêta la voiture sur une route déserte en périphérie de la ville, un endroit sombre entouré d'arbres anciens qui dansaient sous le vent puissant. Ses mains tremblaient en ouvrant la porte arrière. Le bébé se réveilla, ses yeux, si semblables aux siens, le fixant avec une innocence qui le fit hésiter. « Pourquoi dois-tu avoir mes yeux? Pourquoi dois-tu tant me ressembler ?» murmura-t-il, plus pour lui-même. Le vent froid lui cinglait le visage alors qu'il marchait avec le bébé dans les bras. À chaque pas, il sentait le poids de sa décision s'alourdir. Le petit se mit à pleurer, comme s'il pressentait le danger. Jonathan s'arrêta pour regarder son fils une dernière fois. « Ne pleure pas, tu es un Lefebvre, même si personne d'autre que moi ne le sait, et les Lefebvre ne pleurent pas, ne peuvent pas pleurer. » La pluie tombait maintenant avec force quand Jonathan déposa le bébé sur le sol, protégé seulement par la couverture. Le médaillon en argent brilla brièvement sous un éclair. C'était le même médaillon qu'Hélène avait offert à Jonathan lors de leur première rencontre. Ses mains s'attardèrent quelques secondes de plus sur le petit corps, ressentant sa chaleur une dernière fois. Dans son esprit, la voix de Lise résonnait comme une malédiction. « Un jour, tu regretteras chaque choix que tu as fait, Jonathan. Le destin a des manières mystérieuses de nous faire payer nos erreurs. »
Le chemin de retour vers la voiture lui sembla interminable, chaque pas accompagné des pleurs du bébé se mêlant au bruit de la tempête. Jonathan monta dans le véhicule, ses vêtements trempés tachant l'intérieur impeccable. En regardant dans le rétroviseur, il vit le petit paquet bleu sous la pluie. Une vie simple vaut mieux qu'une vie entachée de honte, un jour, tu comprendras, ou peut-être pas. Les minutes passées dans la voiture semblaient éternelles. Jonathan ne pouvait pas démarrer le moteur pour s'en aller. Ses mains agrippaient le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Le bruit de la pluie était assourdissant, mais il ne pouvait pas couvrir les pleurs du bébé qui résonnaient encore dans ses oreilles. Il parla à haute voix, comme pour se convaincre lui-même, « Tu fais la bonne chose. Ce bébé mérite une vraie famille, pas un père qui a honte de son existence. » Le vrombissement du moteur rompit enfin le silence intérieur de la voiture. Jonathan engagea la vitesse, prêt à abandonner derrière lui la preuve de sa faiblesse. C'est alors que ses yeux captèrent quelque chose dans le rétroviseur, des phares approchant à toute vitesse. Mon Dieu, non, une voiture, ils ne verront pas le bébé sous la pluie. Une sueur froide coula le long de son front alors qu'il observait, paralysé, les lumières se rapprochant de plus en plus du petit paquet bleu abandonné sur la route. Le temps semblait s'être arrêté. Dans son esprit, la voix de Lise résonnait encore plus fort, la vérité trouve toujours son chemin, Jonathan, peu importe combien de temps cela prend. Les lumières de la voiture approchant éclairèrent la route comme deux yeux accusateurs. Jonathan pouvait maintenant voir le petit paquet bleu, si vulnérable sous la tempête. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Dans un murmure rauque, il laissa échapper. « Que je fais ? Mon Dieu, qu'ai-je fait ? Cela ne peut pas finir comme ça. » Pendant ce temps, Anna accélérait le pas le long de la route sombre, ses chaussures usées détrempées par la pluie incessante. L'uniforme bleu de domestique collait à son corps alors qu'elle luttait contre le vent qui semblait vouloir la faire tomber. Ses muscles la faisaient souffrir après une longue journée de ménage, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle était la seule à encore emprunter ce chemin désert pour rentrer chez elle. Ses pensées résonnaient dans la nuit orageuse. « Seigneur, pourquoi le bus a-t-il dû tomber en panne aujourd'hui, de tous les jours ? Ce chemin me donne des frissons, surtout par une nuit comme celle-ci. » La tempête redoublait de fureur, transformant le chemin boueux en un véritable bourbier. Anna ajusta son parapluie cassé, une protection inutile contre la force de la nature. Ses yeux fatigués essayaient de distinguer le chemin devant elle, tandis que ses pieds s'enfonçaient dans la boue. C'est alors qu'un son différent attira son attention, un faible cri presque noyé par la tempête. Ce cri, on dirait un bébé. Non, ça ne peut pas être ce que je pense, ou bien. Qui serait assez cruel pour abandonner un enfant par une nuit pareille ? Le cœur de Anna s'emballa lorsqu'elle aperçut les phares d'une voiture approcher à grande vitesse. Pendant un instant, elle pensa à agiter la main pour demander de l'aide, mais quelque chose l'en empêcha. Le véhicule passa devant elle comme un éclair, éclaboussant ses vêtements déjà trempés d'eau. C'est alors qu'elle le vit, un petit paquet bleu au milieu de la route, juste dans le chemin des phares approchants. « Mon Dieu, c'est vraiment un bébé, il va se faire écraser », pensa-t-elle. Sans réfléchir une seconde de plus, Anna laissa tomber son sac et son parapluie, courant vers le paquet. Ses pieds glissèrent dans la boue, mais elle ne pouvait s'arrêter. Le bruit du moteur se rapprochait de plus en plus, les phares illuminant déjà le petit paquet sur le sol. Dans son esprit, une seule prière se répétait. « Seigneur, donne-moi la force, ne laisse pas cet enfant mourir. Je ne peux pas laisser cela arriver. » Dans un dernier élan désespéré, Anna se jeta sur le paquet, roulant sur le côté de la route. La voiture passa à toute vitesse, soulevant un rideau d'eau là où le bébé se trouvait quelques secondes auparavant. Elle serra le petit paquet contre sa poitrine, sentant son cœur battre de façon irrégulière. « Calme-toi, petit, calme-toi, tu es en sécurité maintenant. Personne ne te fera de mal tant que je serai là. » Tremblante de froid et d'adrénaline, Anna ouvrit soigneusement la couverture détrempée. Le bébé était pâle, sa peau aussi froide que du marbre. Un petit médaillon en argent pendait à son cou, le seul indice sur ses origines. Ses mains usées par le travail caressèrent doucement le petit visage délicat. Qui pourrait faire une chose aussi cruelle à un enfant innocent ? Tu es si petit, si sans défense. La pluie continuait de tomber sans relâche, tandis qu'Anna essayait de protéger le bébé avec son propre corps. Elle remarqua que les lèvres de l'enfant devenaient bleues, sa respiration de plus en plus faible. La panique commença à envahir son cœur. « Non, s'il te plaît, ne lâche pas. Tu as survécu jusqu'ici, tu dois continuer à te battre. Je vais te sortir de là. Je vais te sauver. »
Sur des jambes tremblantes, Anna se releva, gardant le bébé fermement contre sa poitrine. Chaque pas était une lutte contre la boue et le vent, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Le petit corps dans ses bras semblait se refroidir d'une minute à l'autre. « Tiens bon, mon ange, ma maison n'est pas loin. Je vais te réchauffer, tout ira bien. » Le chemin jusqu'à sa modeste maison n'avait jamais semblé si long. Anna pouvait sentir la respiration du bébé devenir de plus en plus faible, plus difficile. Ses propres larmes se mêlaient à la pluie qui coulait sur son visage. « N'ose pas me quitter, petit. Dieu ne t'aurait pas mis sur mon chemin si ce n'était pas pour te sauver. » La vue de sa petite maison apparut enfin comme un phare dans la tempête. Anna accéléra le pas, ses jambes alourdies par la fatigue et le poids de la responsabilité. Le bébé émit un faible gémissement, si léger qu'il était à peine audible. « Encore un peu, mon amour, nous y sommes presque, ne lâche pas maintenant. » D'une main tremblante, Anna parvint finalement à ouvrir la porte de sa maison. L'intérieur modeste n'avait jamais semblé si accueillant. Elle se précipita pour allumer le vieux radiateur et enveloppa le bébé dans des couvertures sèches. « Allez, petit guerrier, réagis, montre que tu es plus fort que ce froid. » Le temps semblait suspendu tandis qu'Anna frottait doucement les bras et les jambes du bébé pour essayer de relancer sa circulation. Ses prières silencieuses n'étaient interrompues que par le bruit de la pluie contre la fenêtre. « Notre-Dame, ne laissez pas ce petit ange partir, il a déjà trop souffert pour une si petite vie. » Un éclair illumina la pièce, révélant le visage pâle du bébé. Anna remarqua avec horreur que ses lèvres devenaient bleues, sa peau se refroidissant malgré les couvertures. « Non, 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 réagis, mon amour. Je suis là avec toi, je ne te laisserai pas partir. » Soudain, le pire arriva, le bébé cessa de bouger. Anna posa son oreille contre la petite poitrine, cherchant désespérément un signe de vie. Le silence qui suivit était assourdissant. « Oh Dieu, il ne respire pas. Que dois-je faire ?» La panique envahit Anna alors qu'elle tenait le petit corps immobile dans ses bras. Ses larmes tombèrent sur le visage sans vie du bébé tandis que la tempête faisait rage dehors. « Reviens-moi, petit ange, je ne peux pas te perdre ainsi, pas après t'avoir trouvé. » Sans hésiter, Anna commença la réanimation bouche à bouche sur le bébé. Ses mains tremblantes pressaient délicatement la minuscule poitrine, se rappelant les gestes de premier secours appris des années plus tôt au centre communautaire. Le temps semblait figé alors qu'elle luttait pour ramener l'enfant à la vie, ses larmes se mêlant à la sueur de l'effort. Entre les compressions, sa voix étranglée murmurait « Reviens-moi, mon ange, je ne renoncerai pas à toi, je ne peux pas te laisser partir maintenant. » Le premier signe de vie fut un faible souffle, suivi d'un léger cri qui résonna comme une musique aux oreilles de Anna. Sans perdre de temps, elle enveloppa le bébé dans des couvertures sèches et sortit dans la rue. La pluie tombait toujours, mais avec moins d'intensité. Elle protégea l'enfant dans ses bras en criant à l'aide. Un voisin qui passait avec sa vieille voiture s'arrêta en voyant la scène. « Aidez-moi, s'il vous plaît, j'ai trouvé ce bébé abandonné, il a besoin de soins urgents, je ne sais pas combien de temps il tiendra. » La course vers l'hôpital public fut une éternité compressée en quelques minutes. Anna tenait le bébé contre sa poitrine, sentant chaque souffle léger comme une petite victoire. La voiture cahotait sur les nids de poules de la route, et elle pouvait sentir le cœur du petit battre de manière irrégulière. Ses yeux ne quittaient pas le visage pâle de l'enfant. « Tiens bon, mon amour, nous arrivons bientôt à l'hôpital. Tu es fort, tu es un guerrier. » La salle des urgences était bondée, mais l'état critique du bébé permit qu'il soit immédiatement pris en charge. Anna regarda, impuissante, les médecins examiner l'enfant, ses mains jointes en prière, ses lèvres bougeant silencieusement. Une infirmière tenta de l'emmener dans la salle d'attente, mais elle résista. « Je ne peux pas le laisser seul, il n'a que moi au monde. Il a été abandonné, s'il se réveille dans un endroit inconnu, il aura peur. » Les heures qui suivirent furent un flou de tests et d'examens. Anna ne quitta pas la salle de soins intensifs une seule minute, les yeux fixés sur la porte où le bébé avait disparu. Lorsque le médecin apparut enfin, son expression grave fit sombrer son cœur. Ses mots tombèrent comme des pierres, le bébé a une grave malformation cardiaque. Sans chirurgie, il ne survivra pas le mois prochain. Mais l'opération coûte plus que ce que l'hôpital peut couvrir, dit-il en lui tendant un papier avec le coût du traitement du bébé. Anna sentit le monde tourner en entendant le prix de l'intervention, une somme qu'elle n'arriverait pas à gagner en plusieurs années de travail. Ses mains serrèrent le médaillon en argent qu'elle avait pris autour du cou de l'enfant, le seul indice de son origine. D'une voix ferme malgré les larmes, elle déclara « Peu importe, je trouverai cet argent, même si je dois travailler jour et nuit. »
Ce petit ange ne mourra pas tant que je pourrai me battre pour lui. Les jours suivants devinrent une course contre la montre. Anna dormait à peine, partageant son temps entre son travail habituel, des ménages supplémentaires et la campagne de collecte de fonds qu'elle avait lancée. Elle allait de porte en porte, racontant l'histoire de ce bébé abandonné à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Ses mains déjà calleuses par le travail portaient maintenant aussi les marques des flyers qu'elle distribuait. Chaque sou compte, je ne peux pas laisser l'argent décider si un enfant vit ou meurt. La petite chambre d'hôpital devint le second foyer de Anna. Elle passait chaque instant libre à veiller sur le bébé, lui chantant des berceuses, priant, tandis que les machines émettaient sans cesse des bips, marquant le rythme irrégulier du petit cœur. Une nuit, alors qu'elle tenait sa petite main à travers l'incubateur, elle lui promit « Tu n'es plus seule dans ce monde, mon amour. Maintenant, tu as une maman. Je ne suis peut-être pas ta mère biologique, mais je serai celle qui déplacera ciel et terre pour te sauver. » La nouvelle de la campagne se répandit dans la ville et des dons modestes arrivaient chaque jour. Quelques pièces ici, quelques billets là. Anna gardait chaque contribution comme un trésor, remerciant chaque donateur avec des larmes aux yeux. Pendant les rares heures où elle dormait, elle rêvait du jour où elle pourrait ramener le bébé à la maison. Les gens ont encore de la bonté dans leur cœur, peut-être que c'est ce que ce petit ange est venu nous rappeler. Le temps, cependant, jouait contre elle. L'état du bébé empirait chaque jour, et la somme recueillie était encore bien loin de ce qu'il fallait. Anna pouvait voir dans les yeux du médecin qu'il commençait à perdre espoir. Un après-midi, après une autre journée épuisante de travail et de collecte, elle s'effondra sur une chaise près de l'incubateur. « Je ne t'abandonnerai pas, même si je dois vendre mon âme, je trouverai cet argent. » Les machines qui surveillaient le bébé commencèrent à afficher des signes inquiétants. Les médecins augmentèrent les médicaments, mais cela revenait à essayer de masquer le soleil avec un tamis. Anna observait, impuissante, alors que de plus en plus de machines étaient branchées au petit corps. Aux premières heures du matin, seule dans la chambre, elle serra fortement son chapelet. « S'il te plaît, mon Dieu, accorde-moi encore un peu de temps, juste un peu de temps. » Le 15e jour d'hospitalisation arriva avec une nouvelle dévastatrice. L'administrateur de l'hôpital entra dans la chambre, ses mots froids coupant l'air comme des lames. « Je suis désolé, mais nous ne pouvons pas maintenir les appareils sans garantie de paiement. Nous avons d'autres patients en attente. Si la somme n'est pas versée d'ici demain, nous devrons débrancher les appareils. Je suis désolé. » La réalité de cette situation frappa Anna comme un coup de poing. Elle regarda le bébé, si petit et fragile, au milieu de tous ses tubes et fils. Ses économies et tous les dons atteignaient à peine la moitié de la somme nécessaire. Dans sa détresse, une idée commença à germer. Peut-être que si je découvrais qui a abandonné ce petit ange. Non, je ne peux pas penser à ça maintenant. Il faut que je trouve une autre solution. Le soleil commençait à se coucher lorsque l'ultimatum final arriva. Une infirmière entra dans la chambre avec un papier officiel, la notification que les appareils seraient débranchés le lendemain matin. Anna prit le document avec des mains tremblantes, ses yeux parcourant les mots qui condamnaient son petit ange. Sa voix sortit en un murmure étranglé. « Que faire maintenant, mon Dieu? Comment sauver mon fils ?» Les heures passaient comme une éternité, alors que Anna veillait sur le sommeil agité du bébé. Le médaillon en argent brillait sous la lumière tamisée de la chambre, comme s'il détenait un secret capable de tout changer. Elle le tenait entre ses doigts, observant les détails du bijou, trop cher pour appartenir à quelqu'un de modeste. « Je ne renoncerai pas. Demain, je trouverai un moyen. Dieu n'abandonne pas ceux qui ont la bonté dans leur cœur. Je sais que tout va s'arranger. Toi non plus, petit, ne renonce pas, parce que je ne renoncerai pas. » Le lendemain, Anna était assise dans le couloir de l'hôpital, ses larmes silencieuses tombant sur le sol usé du lino. Le délai de paiement allait expirer dans 1 heure, et elle entendait toujours le son des machines maintenant en vie son petit ange. Ses mains serraient le médaillon comme si cela pouvait lui donner les réponses qu'elle cherchait désespérément. C'est alors qu'une vieille dame, appuyée sur une canne, s'arrêta devant elle. Ses yeux fatigués brillaient d'une lueur de reconnaissance. « Vous êtes la jeune femme qui a trouvé le bébé abandonné ? Racontez-moi toute cette nuit. J'ai entendu parler de vous et du bébé. » La vieille dame, qui se présenta sous le nom de Madame Virginie, écouta chaque détail de l'histoire, ses mains tremblant de plus en plus. Son visage pâle et amaigri montrait des signes de maladie grave, mais il y avait une urgence dans ses gestes que Anna ne comprenait pas. Lorsqu'elle mentionna le médaillon, les yeux de la dame se remplirent de larmes. « J'ai donné ce médaillon à ma fille Liliane, le jour où elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. » Le cœur de Anna s'emballa en entendant ces mots.
Madame Virginie se leva avec difficulté, demandant à voir le bébé. En arrivant à l'USI, Madame Virginie posa sa main contre la vitre, ses yeux fixés sur le petit visage qui ressemblait tant à celui de sa fille défunte. Sa voix trembla lorsqu'elle parla. « Liliane est morte en accouchant, mais avant de partir, elle m'a fait promettre de protéger son fils. Je l'ai cherché pendant des semaines, sans jamais imaginer, jamais penser que je trouverais mon petit-fils comme ça. » Avec des mains tremblantes, Madame Virginie ouvrit son vieux sac usé et en sortit une enveloppe jaunie, marquée par le temps. Ses doigts caressèrent le papier pendant un moment, comme pour dire adieu à quelque chose de précieux. À l'intérieur, il y avait plusieurs vieux billets, certains déjà défraîchis, toutes ces économies de vie mises de côté pour une urgence. Quand j'ai entendu parler d'une collecte pour un bébé malade et abandonné, j'ai su que cela pouvait être un indice. Utiliser cet argent, il était pour mon traitement, mais il est trop tard pour moi. Mon petit-fils doit vivre, il doit connaître la vérité sur ses origines. La vieille dame dit cela, faisant écarquiller les yeux de Anna en voyant la somme. Elle essaya immédiatement de lui rendre l'enveloppe. « Je ne peux pas accepter, madame, c'est trop d'argent. » Mais Madame Virginie lui serra les mains avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi frêle. « Je veux que mon petit-fils vive. Il mérite une chance de vivre. J'ai assez vécu ?» Anna sentit le poids de cette enveloppe dans ses mains, non seulement pour l'argent qu'elle contenait, mais pour l'histoire qu'elle portait. Chaque billet semblait raconter une histoire de sacrifice, d'années de travail acharné et d'économie. Les larmes lui montèrent aux yeux en comptant l'argent. C'était exactement la somme nécessaire pour l'opération. Madame Virginie la regardait en silence, sa respiration devenant de plus en plus difficile, mais un léger sourire de satisfaction éclairait ses lèvres pâles. « Va, mon enfant, le temps presse. Sauve mon petit-fils tant que je peux encore voir. » Le cœur battant, Anna courut vers l'administration de l'hôpital, ses pas résonnant dans les couloirs vides, l'enveloppe serrée contre sa poitrine comme si c'était le bien le plus précieux au monde. L'administrateur, qui s'apprêtait déjà à partir, la regarda incrédule lorsqu'elle posa l'argent sur son bureau. Il commença à compter méthodiquement les billets, chaque mouvement de ses doigts semblant durer une éternité pour Anna, qui ne pouvait s'empêcher de penser au bébé branché aux machines. L'administrateur, une fois le décompte terminé, n'en revenait pas. C'était le montant total pour l'opération. Son visage montrait un mélange de surprise et de soulagement tandis qu'il remplissait les documents nécessaires. Ensuite, ils se dirigèrent vers la chambre du bébé en USI, où Virginie, qui s'était lentement traînée jusque-là, serra la main de Anna avec force. Sa respiration devenait plus lourde, et des gouttes de sueur froide perlaient sur son front pâle. « Il faut que je te parle du père du bébé. C'est un homme puissant, quelqu'un qui a détruit la vie de ma Liliane. Si ma fille savait ce qu'il a fait à son fils ?» Les machines commencèrent à se préparer pour l'opération tandis que Virginie, de plus en plus faible, insistait pour rester et raconter son histoire. Sa peau était aussi pâle que de la cire, mais elle refusait d'être examinée. « Il n'y a plus de temps pour moi. Je dois m'assurer que tu connaisses la vérité sur le père de mon petit-fils. Il doit payer pour ce qu'il a fait à ma fille. » Anna comprit que quelque chose n'allait pas avec Madame Virginie. Ses lèvres devenaient bleues, ses mains se refroidissaient de plus en plus. Virginie se mit à parler de manière urgente. « Le père du bébé, il travailla. » Une violente quinte de tout interrompit ces mots. Anna appela de l'aide tout en tenant la vieille dame tremblante. Les médecins accoururent, mais Virginie agrippa le bras de Anna avec une force surprenante. « Cherche dans le manoir, rue de... » Le corps de Virginie devint soudain immobile, ses yeux fixés sur un point lointain. Anna cria à l'aide tandis que les médecins tentaient de la ranimer, mais il était trop tard. Les derniers mots de la dame moururent sur ses lèvres, emportant avec elle le secret de l'identité du père du bébé. « Ne partez pas encore. J'ai besoin de connaître la vérité, je dois savoir qui a fait cela à votre petit-fils. » Les heures suivantes furent un tourbillon d'émotions. Pendant que le bébé était préparé pour la chirurgie, Anna s'occupait des funérailles de Madame Virginie. Son cœur était partagé entre la gratitude et la douleur. Elle a donné sa vie pour sauver celle de son petit-fils. Comment lui raconter cela quand il sera grand ? Se demanda-t-elle. Pendant ce temps, les médecins étaient en pleine opération. Anna se rendit à la chapelle de l'hôpital, le médaillon d'argent toujours dans ses mains. Elle savait désormais que ce bijou était le seul lien entre le petit et sa véritable famille. Une grand-mère qu'il ne connaîtrait jamais, une mère qui était morte pour lui donner la vie, et un père qui préférait rester dans l'ombre. Après des heures d'angoisse, l'opération fut un succès. Le cœur du petit battait désormais avec force et régularité, comme si le sacrifice de sa grand-mère lui avait offert une nouvelle chance de vivre.
Anna l'observa à travers la vitre de l'USI, ses larmes un mélange de joie et de tristesse. Il y a tant d'amour dans ton histoire, mon petit ange, tant d'amour et tant de douleur. Le lendemain matin, alors que le bébé se remettait, Anna assista aux modestes funérailles de Madame Virginie. Elle n'avait plus de famille, personne pour lui rendre hommage, seulement l'intendante qu'Anna venait de rencontrer. « Virginie, je promets que je veillerai sur votre petit-fils et que je tiendrai ma promesse. Je l'appellerai Cole. » De retour à l'hôpital, Anna veilla sur le petit Cole, qui se rétablissait rapidement, son petit combattant qui avait déjà tant perdu en si peu de temps. Elle fit une promesse silencieuse près de son berceau, « Un jour, mon amour, nous découvrirons toute la vérité sur ton histoire. Mais pour l'instant, tu m'as, et je t'ai, et c'est tout ce dont nous avons besoin. » La nuit tomba sur l'hôpital tandis que Anna veillait sur le sommeil paisible du bébé. Le médaillon en argent reposait à côté du berceau, gardant ses secrets. Quelque part dans la ville, un père vivait sa vie, ignorant que son fils avait survécu, et qu'un sacrifice avait changé le destin de chacun. Peut-être que c'est mieux ainsi, mon petit ange, certaines vérités sont trop douloureuses pour être révélées. Le jour se leva quand Anna s'endormit enfin sur la chaise près du berceau. Dans ses rêves, elle vit Madame Virginie sourire, apaisée d'avoir accompli sa dernière mission. Le bébé dormait paisiblement, son petit cœur battant avec force et régularité, comme une promesse que, malgré tout, la vie trouve toujours un chemin. Tu es un miracle, mon fils, un miracle né de l'amour de deux femmes qui ont tout donné pour te protéger et d'une autre femme qui fera tout pour veiller sur toi. 18 ans plus tard, depuis cette nuit orageuse où Anna avait trouvé un bébé abandonné sur la route, le temps avait transformé ce petit être vulnérable en Cole, un jeune homme de 18 ans dont les yeux portaient une maturité prématurée imposée par la vie. Le médaillon d'argent, seul lien avec son passé mystérieux, pendait toujours autour de son cou, un rappel constant de ses origines inconnues. La vie dans la petite maison en périphérie n'était pas facile. Anna, qui avait consacré chaque moment des 18 dernières années à élever Cole, luttait maintenant contre une maladie qui consumait ses forces jour après jour. Les murs fins ne pouvaient pas contenir le son de sa toux sèche, qui résonnait dans la maison aux premières heures du matin, alors qu'elle tentait en vain de ne pas réveiller son fils qui dormait dans le salon. Ce matin-là, le soleil n'était pas encore levé quand Cole se réveilla au son de la toux sèche de Anna, depuis son lit de fortune dans le salon. Il resta immobile quelques secondes, le cœur serré en entendant les efforts que sa mère faisait pour étouffer le son. La toux empirait chaque jour, et les médicaments de la clinique de santé n'avaient plus aucun effet. Prudemment, il se leva et alla dans la cuisine, où il prépara un verre d'eau et sépara les dernières pilules restantes. « Il faut que je gagne plus d'argent aujourd'hui ? Je ne peux pas la laisser sans médicaments. » pensa-t-il, inquiet pour la santé de sa mère. « Maman » appela doucement Cole en frappant à la porte de la petite chambre. La faible lumière entrant par la fenêtre révélait Anna assise sur le lit, son visage pâle marqué par la fatigue. Elle tenta de sourire quand son fils entra, mais une autre quinte de toux l'en empêcha. Cole courut pour la soutenir et l'aida à se redresser. « Il faut que tu prennes tes médicaments maintenant. J'ai aussi préparé un thé avec les herbes dont il parlait, ils disent que ça aide. »« Mon fils » murmura Anna entre deux gorgées d'eau, ses mains tremblant tellement que Cole dut tenir le verre pour elle. « Tu n'avais pas besoin de te réveiller si tôt, tu travailles déjà trop. » Ses yeux, bien que fatigués, brillaient de fierté en regardant le jeune homme qui était devenu son bébé abandonné. Cole ajusta l'oreiller derrière elle, essayant de la mettre plus à l'aise. « Tu es ma mère, je le referai 1000 fois pour te voir mieux. » Alors qu'il l'aidait à prendre son petit déjeuner, un morceau de pain avec un café léger, Cole observait chacun de ses gestes, remarquant combien elle était plus faible que la veille. Le médaillon autour de son cou pesait comme du plomb lorsqu'il pensait à tout l'argent nécessaire pour un traitement adéquat. Anna remarqua son inquiétude et tenta de masquer sa faiblesse. « Aujourd'hui, je vais finir les travaux de couture pour Madame Hélène. L'argent aidera pour les médicaments. » « Il n'en est pas question, » protesta Cole en ajustant la couverture sur ses jambes. « Tu vas te reposer. Je vais ramasser des canettes toute la journée, je suis sûr que j'en trouverai beaucoup aujourd'hui. » Il tenta de paraître confiant, même s'il savait que l'argent des canettes couvrait à peine les courses, encore moins les médicaments coûteux que le médecin avait prescrits. Anna lui prit la main, ses doigts fins et froids le serrant doucement. « Tu ne peux pas quitter l'école, mon fils. L'éducation est la seule chose que personne ne peut enlever. » « Je manquerai juste aujourd'hui, maman, je te promets, » mentit Cole, sachant qu'il n'avait pas mis les pieds à l'école depuis 2 semaines. Il ne pouvait pas se concentrer en classe, sachant que Anna était malade et seule à la maison. En préparant son chariot en bois pour partir,
il entendit encore ça tout depuis la chambre. Je reviendrai avant la tombée de la nuit, repose-toi, ne pense même pas à allumer cette machine à coudre aujourd'hui. Anna fit un signe de la main depuis le lit, essayant de masquer l'inquiétude dans ses yeux. Fais attention, mon fils, et n'oublie pas de manger quelque chose. Cole s'arrêta à la porte, regardant la seule personne qu'il avait véritablement aimée toute sa vie. La boule dans sa gorge l'empêcha presque de répondre. Toi aussi, tu dois manger. J'ai laissé de la soupe sur la cuisinière, il te suffira de la réchauffer. Les rues de la périphérie commençaient à s'animer lorsque Cole se mit enfin en route, poussant son chariot en bois. Le soleil se levait doucement à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange qui contrastaient avec la pauvreté environnante. La journée promettait d'être chaude, mais cela ne le dérangeait pas. Chaque canette ramassée représentait quelques centimes de plus pour les médicaments de Anna. Ses mains, encore fraîches des callosités de ce travail ardu, serraient fermement la poignée du chariot. Ma mère s'est occupée de moi quand personne d'autre ne le voulait. C'est à mon tour de prendre soin d'elle, même si je dois passer la nuit à ramasser des ordures, pensa-t-il, reconnaissant envers cette femme qui s'était embattue pour l'éduquer. Le soleil tapait fort alors que Cole fouillait dans les poubelles et les terrains vagues, ses yeux vigilants ne manquant aucune canette, aucun morceau de métal qui pourrait être vendu. D'autres collecteurs plus expérimentés l'aidaient parfois, impressionnés par sa détermination. Pendant une pause pour boire de l'eau, assis sur le trottoir, il tenait le médaillon comme il le faisait toujours lorsqu'il avait besoin de force. Peu importe qui est mon père, il m'a abandonné, mais Anna, elle a choisi de m'aimer. Au centre de recyclage, Cole attendait avec impatience la pesée du matériel collecté. Chaque kilo était une petite victoire, mais toujours insuffisant pour acheter tous les médicaments nécessaires. Voyant son découragement, le propriétaire du centre augmenta légèrement le prix. « Je sais que c'est pour les médicaments de ta mère, gamin. T'es un vrai fils, tu sais. Il y a beaucoup de fils de sang qui ne font pas la moitié de ce que tu fais, » dit l'homme en lui tendant les pièces de sa paie. Le chemin du retour fut le plus difficile. Cole s'arrêta devant la pharmacie, comptant les pièces salies par son travail. Le pharmacien connaissait déjà son histoire, parfois, fermait les yeux pour ne lui vendre que la moitié de la plaquette de médicaments. Si seulement je pouvais acheter le traitement complet, si seulement je pouvais faire plus. Anna ne mérite pas de vivre cela. À la maison, il trouva Anna penchée sur la machine à coudre, essayant de finir quelques pièces pour une dame du quartier voisin, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle peinait à enfiler l'aiguille. Cole courut l'aider, remarquant combien son visage était plus pâle que d'habitude. « Maman, repose-toi un peu, tu as travaillé toute la journée, ça suffit. » La nuit tomba, et Anna continuait de coudre, ignorant les protestations de Cole. La sueur coulait sur son front alors qu'elle s'efforçait de terminer une pièce de plus. Sa respiration devenait de plus en plus difficile, mais elle refusait de s'arrêter. « Je dois finir cela aujourd'hui, mon fils, l'argent de la couture nous aidera à acheter tes fournitures scolaires. » Cole la regardait, impuissant, lutter contre son propre corps. Il avait préparé du thé, mis un tabouret pour qu'elle repose ses pieds, mais rien ne semblait suffisant. Dans son esprit résonnaient les mots du médecin de la clinique, « Elle doit se reposer, manger mieux, prendre des médicaments qui coûtent plus que ce que nous gagnons en un mois. » Il était presque minuit lorsqu'Anna se mit à tousser sans pouvoir s'arrêter. Cole courut chercher de l'eau, mais en revenant, il se rendit compte que quelque chose n'allait vraiment pas. Son visage était livide, ses mains avaient lâché le tissu qu'elle cousait. « Mon fils, tout tourne. » Tout se passa au ralenti. Anna tenta de se lever, mais ses jambes flanchèrent, et avant que Cole ne puisse la rejoindre, elle s'effondra. Le bruit de la machine à coudre qui tombait se mêla aux cris désespérés de l'adolescent. « Maman, non, oh s'il vous plaît, quelqu'un, aidez-moi. » Le désespoir envahit Cole alors qu'il tenait Anna dans ses bras. Son corps était si léger, si fragile. Ses larmes brouillaient sa vue tandis qu'il criait à l'aide. « Je ne peux pas te perdre toi aussi, maman, tu es tout ce que j'ai dans ce monde. » Des voisins commencèrent à arriver, attirés par les cris. Cole ne voulait pas laisser Anna, mais il savait qu'il devait la confier à quelqu'un pour qu'on l'aide. Le cœur battant, il regardait les autres tenter de la ranimer. « Pourquoi je ne peux pas faire plus? Pourquoi suis-je si impuissant ?» Le temps semblait figé alors qu'ils attendaient l'ambulance. Cole tenait la main de Anna, sentant son pouls faible. Le médaillon autour de son cou n'avait jamais semblé aussi lourd. Pourquoi cela doit-il arriver? Pourquoi cette femme si bonne doit-elle souffrir comme ça? Une dame tenta de faire reprendre conscience à Anna avec un chiffon humide, tandis que Cole se perdait dans des pensées sombres. Il savait qu'ils avaient besoin d'argent, beaucoup d'argent, pour lui offrir un traitement adéquat.
C'est de ma faute, si je pouvais avoir un meilleur travail, quelque chose qui donnerait assez d'argent pour payer ses médicaments si j'essayais plus fort, pensa-t-il, rongé par la culpabilité. Le bruit lointain de la sirène de l'ambulance déchira la nuit, tandis que Cole tenait Anna inconsciente dans ses bras. Ses larmes tombaient sur le visage pâle de la seule personne qu'il avait vraiment aimée. « Tiens bon, maman, je trouverai un moyen de te sauver, même si je dois ramasser des canettes toute la journée sans dormir, je réussirai. » promit-il, sentant le désespoir l'envahir. Les couloirs de l'hôpital public étaient bondés, l'odeur de désinfectant se mélangeant à celle du café rassis de la cafétéria, tandis que des gens s'entassaient sur les bancs en plastique inconfortable. Cole tenait doucement la main de Anna, sentant combien elle était fine et fragile, plus que jamais. Dans les dernières minutes, la fièvre n'avait pas baissé, et la toux s'était considérablement aggravée. Anna tenta de cacher une nouvelle quinte de toux avec un mouchoir, mais Cole vit les taches de sang qu'elle essayait de dissimuler. « Tout ira bien, maman, tu es forte, tu l'as toujours été. Tu as élevé un fils seul, non? Cette maladie n'est rien comparée à ta force. » La voix du médecin appelant l'accompagnant de Anna résonna dans le couloir, faisant se serrer le cœur de Cole. Habituellement, lorsqu'on appelait l'accompagnant séparément, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Une infirmière aux cheveux gris s'approcha pour rester avec Anna, lui offrant un verre d'eau et l'aidant à s'installer plus confortablement dans son fauteuil roulant. Le jeune homme suivit le médecin dans une petite salle, ses jambes tremblant à chaque pas. Le bureau était exigu et mal éclairé, un vieux ventilateur faisant un bruit agaçant au plafond. Le médecin referma lentement la porte, comme pour retarder l'inévitable. Sur le mur, des radiographies récentes montraient la progression implacable de la maladie. Le médecin montra à Cole les zones sombres envahissant les poumons de Anna, ses mains expérimentées tremblant légèrement en désignant les parties atteintes. « Je suis désolé, mon garçon, le cancer s'est propagé. Il n'y a plus rien que nous puissions faire, sinon la maintenir confortable, » dit le médecin, faisant tourner le monde de Cole. Ses mains agrippaient fermement le bord de la table pour ne pas tomber. « Non, docteur, il doit y avoir quelque chose. Je ferai n'importe quoi, je travaillerai 3 emplois, je vendrai tout ce que j'ai, s'il vous plaît, sauvez ma mère, » implora-t-il, la voix étouffée par le désespoir. Le chemin du retour semblait être un cauchemar au ralenti, chaque pas dans les couloirs interminables de l'hôpital alourdissant son cœur. Le bruit de ses pas résonnait sur le sol usé, se mêlant aux sons habituels de l'hôpital, les bips des moniteurs, les voix lointaines, les pleurs étouffés. Lorsqu'il atteignit enfin l'aile où se trouvait Anna, il dut s'arrêter un moment pour reprendre son souffle et essayer de contenir les larmes qui insistaient pour couler. Anna était assise sur le lit, appuyée sur des oreillers usés par le temps. Même malade, elle conservait cette dignité qui l'avait toujours caractérisée. Son visage maigre s'éclaira d'un faible sourire lorsqu'elle vit son fils entrer, et pendant un instant, Cole retrouva en elle la force de la femme qu'il avait élevée seule durant toutes ces années. Il essaya de cacher ses larmes, mais elle le connaissait trop bien. « Tu n'as pas besoin de cacher tes émotions, mon fils, une mère sait toujours, » dit-elle. Submergé par l'émotion, il s'agenouilla à côté du lit, reposant sa tête sur ses genoux comme il le faisait enfant. « Tu ne peux pas me laisser, maman, je ne sais pas comment vivre sans toi. » Les semaines qui suivirent furent une montagne russe émotionnelle. Cole dormait à l'hôpital, partageant son temps entre le travail et le soin de Anna. La nuit, lorsqu'elle s'endormait enfin, il tenait le médaillon en argent et se demandait qui étaient ses parents biologiques. « Mon père aiderait-il à sauver ma mère? Existe-t-il quelqu'un dans ce monde qui pourrait m'aider à la sauver ?» se demandait-il. La santé de Anna se dégradait chaque jour, mais son souci principal restait toujours Cole. Un après-midi particulièrement difficile, elle rassembla ses forces pour aborder un sujet qu'elle avait repoussé jusqu'à présent. « Mon fils, quand je ne serai plus là, je veux que tu me promettes que tu chercheras ta vraie famille, pas par vengeance, mais parce que chacun mérite de connaître ses origines. » Cole serra sa main fermement. « Tu es ma seule famille, maman, tu l'as toujours été et tu le seras toujours, » répondit-il en chuchotant. « Tu es la seule personne dont j'ai besoin dans ma vie. Souviens-toi de ce que tu me disais toujours quand les autres enfants demandaient qui était ma vraie mère, que l'amour véritable est un choix, pas une obligation, » ajouta-t-il, embrassant sa main. Anna hocha la tête lentement. « Et moi, je te choisirai 1000 fois, dans 1000 vies différentes, » dit-elle. Une infirmière entra pour vérifier ses signes vitaux, mais Anna ne lâcha pas la main de son fils. « Cole, » reprit-elle une fois seule, « promets-moi encore une chose. » Il se pencha, ne voulant pas qu'elle se fatigue à parler. « Tout ce que tu voudras, maman. » Anna prit une profonde inspiration, rassemblant ses forces. « Promets-moi que tu seras heureux,
que tu ne laisseras pas l'amertume envahir ton cœur quand je... Non, maman, l'interrompit Cole, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Ne parle pas comme ça. Tu vas guérir, tu vas sortir d'ici. Anna leva sa main tremblante pour essuyer les larmes du visage de son fils. Mon garçon courageux, toujours à essayer de me protéger. Maintenant, c'est mon tour de te protéger. Dire adieu est aussi difficile que partir. Cole refoula ses larmes, essayant de lui sourire. Je ne veux pas dire au revoir, maman, tu as toujours été là pour moi. Tu te souviens de ton premier jour d'école, reprit Anna, la voix affaiblie mais persistante. Tu ne voulais pas me lâcher, tu disais que tu préférais rester à la maison pour m'aider à coudre. Sa voix faiblissait, mais elle s'efforçait de partager chaque souvenir précieux. Tu as pleuré en secret ce jour-là, répondit Cole, laissant enfin ses larmes couler librement. Je t'ai vu quand je suis rentré de l'école. Anna serra la main de son fils avec le peu de force qu'il lui restait, son regard lointain, comme si elle voyait déjà quelque chose au-delà de cette chambre d'hôpital. N'oublie jamais, mon fils, murmura-t-elle, chaque mot demandant un immense effort. L'amour véritable n'est pas dans le sang, il est dans les choix que nous faisons, l'amour ne meurt pas. Cole se pencha et embrassa son front moite. Je t'aime, maman, je ne peux pas vivre sans toi. Le moniteur cardiaque commença à émettre des bips frénétiques vers 3 heures du matin. Cole, qui n'avait jamais quitté le chevet de Anna, vit l'instant exact où elle ouvrit les yeux une dernière fois. « Je t'aime, mon fils », furent ses derniers mots avant que la ligne sur le moniteur ne devienne plate. Le cri de Cole résonna dans tout l'hôpital. « Maman, non, s'il te plaît, ne me laisse pas ». Les médecins accoururent pour essayer de la ranimer, mais au plus profond de son cœur brisé, il savait que sa mère était partie. « Reviens, maman, s'il te plaît, reviens, je ne sais pas comment vivre sans toi. » Les formalités de l'hôpital passèrent dans un flou. Cole signa des papiers sans même les lire, ses larmes tachant les documents. Assis dans le couloir vide, il serrait le médaillon comme si c'était son dernier lien avec le monde. « Comment vais-je continuer sans toi, maman? Comment vais-je trouver mon chemin, seul ?» Le soleil se leva pour trouver Cole toujours à l'hôpital, désormais complètement seul dans le monde. Il rassembla les quelques affaires de Anna dans un sac en plastique, quelques vêtements, une vieille photo d'eux, le chapelet qu'elle portait toujours. Ses mains tremblaient en rangeant chaque objet. Tu méritais tellement plus que ça, tu méritais des funérailles dignes, des fleurs, tout ce que je ne peux pas te donner. Cependant, en arrivant chez lui, il trouva une enveloppe jaune accrochée à la porte, un avis d'expulsion. 3 mois de retard de loyer, avec un délai d'1 semaine pour quitter les lieux. Cole s'appuya contre le mur, glissant jusqu'au sol, l'enveloppe froissée dans ses mains. Je ne peux même pas pleurer ma mère en paix, le monde n'a aucune pitié pour les pauvres. La chambre de Anna portait encore son odeur. La couture inachevée était restée dans la machine, attendant des mains qui ne travailleraient plus jamais. Cole s'allongea sur son lit, serrant son oreiller, laissant enfin toute sa douleur éclater. « Pardonne-moi, maman, pardonne-moi de n'avoir pas pu te sauver, de n'avoir pas été le fils que tu méritais. » Quelques semaines après la mort de Anna, Cole errait dans les rues du centre-ville, portant un vieux sac à dos contenant ses seules affaires. Le médaillon d'argent, terni par le temps, pendait toujours autour de son cou, unique rappel d'un passé lointain qu'il avait perdu. Il avait perdu la maison, et il vivait maintenant dans la rue, sans toit au-dessus de sa tête. Le vent froid de juin lui cinglait le visage tandis qu'il cherchait un endroit où passer la nuit. Ses yeux fatigués regardaient les bâtiments luxueux et il ne pouvait s'empêcher de penser. Si Anna était encore en vie, elle souffrirait tellement de me voir comme ça. Mais la vie dans la rue lui avait appris que la dignité n'avait rien à voir avec des vêtements. Il trouva un abri sous le haut vent d'une boutique fermée. Avec soin, il commença à disposer ses quelques affaires, une couverture fine qu'il avait obtenue d'un prêtre, une bouteille d'eau à moitié pleine, et quelques vêtements usés. Il était sur le point de mordre dans un morceau de pain qu'il avait réussi à obtenir d'une boulangerie en fin de journée, quand il entendit un son familier, celui d'un cri étouffé de faim. Il connaissait trop bien ce son. De l'autre côté de la rue, un garçon, pas beaucoup plus jeune que lui, fouillait dans une poubelle. Cole regarda son pain, puis le garçon. « Maman, tu disais toujours qu'on ne possède vraiment que ce qu'on partage avec les autres. »« Et petit » appela Cole, la voix rauque par le manque d'usage. Le garçon, surpris, s'apprêtait à fuir, mais quelque chose dans le sourire bienveillant de Cole le fit rester. « Viens, il y a de la nourriture ici. » Avec des gestes lents pour ne pas l'effrayer, Cole cassa le pain en deux, offrant la plus grande part. « Mange doucement pour que ça dure plus longtemps, et il y a un peu d'eau aussi, si tu veux. » Le garçon prit le pain avec des mains tremblantes,
le dévorant comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. « Pourquoi tu m'aides » demanda-t-il entre deux bouchées. Cole toucha le médaillon comme il le faisait toujours en pensant à Anna. « Parce que quelqu'un m'a aidé quand j'en avais le plus besoin. » Le garçon continua de manger en silence, tandis que Cole organisait l'espace exigu qui lui servirait de refuge pour la nuit. Avec soin, il disposa des journaux sur le sol pour l'isoler un peu du froid montant du béton. Ses gestes étaient méthodiques, le résultat de plusieurs années à vivre dans la rue. « Tu peux dormir ici cette nuit, si tu veux », offrit-il au garçon, qui le regardait encore avec méfiance. « Les nuits deviennent plus froides, et ici, au moins, il y a un toit. » En parlant, ses doigts caressaient inconsciemment le médaillon. Anna disait toujours que personne n'est assez pauvre pour ne pas pouvoir aider, ni assez riche pour ne pas avoir besoin d'aide, pensa-t-il. Les heures passèrent lentement tandis que la température continuait de chuter. Cole partagea sa couverture avec le garçon, qui finit par s'endormir. Le vent froid entrait de tous côtés, le forçant à se recroqueviller pour tenter de conserver un peu de chaleur. Ses pensées le ramenèrent à la dernière nuit dans sa vieille maison, lorsque le propriétaire les avait expulsés sans pitié après la mort de Anna. La vie est étrange, maman, tu as passé des années à coudre pour cet homme, et il n'a même pas attendu la fin des funérailles avant de nous jeter dehors. Les premières heures du matin avancèrent quand Cole entendit des pas traînants s'approcher. Une vieille dame, grelottant de froid, cherchait un abri pour échapper à la température glaciale. Ses yeux fatigués rappelaient tellement à Cole ceux de Anna dans ses derniers jours qu'il sentit son cœur se serrer. La dame s'arrêta près d'eux, ses bras maigres serrant son propre corps dans une vaine tentative de se réchauffer. Le vent mordant portait le bruit des feuilles dansant sur l'asphalte tandis que Cole jetait un regard à sa couverture, seule protection contre le froid impitoyable. Le garçon à côté de lui bougea, tirant un peu plus le tissu vers lui-même. La dame toussa, un son sec qui résonna dans la rue déserte, rappelant à Cole les dernières nuits passées à l'hôpital. Ses doigts agrippèrent fermement le médaillon. « Que ferais-tu, maman » Mais la réponse était évidente, il savait exactement ce qu'elle aurait fait. Cole se leva lentement, essayant de ne pas réveiller le garçon, ses muscles endoloris par le contact avec le sol dur, mais il ignora l'inconfort. Il s'approcha de la dame à pas légers, remarquant que ses mains étaient violettes de froid. « Vous ne devriez pas être dans la rue par ce temps, » dit-il doucement, sa voix ressemblant à celle que Anna utilisait pour le conseiller. La vieille femme leva les yeux vers lui, et Cole y vit la même peur et la même fierté blessée qu'il portait lui-même. « Je n'ai nulle part où aller, mon fils, » répondit-elle, sa voix tremblante de froid. « Mon fils, il a tout perdu au jeu, la maison, le travail, je me suis retrouvé ici. » Ces mots étaient interrompus par des frissons qui secouaient son corps frêle. Cole sentit une boule se former dans sa gorge. Combien d'histoires similaires avait-il entendues dans la rue ? « Venez, madame, il y a de la place avec nous, » dit-il, la guidant vers l'auvent et sentant combien elle tremblait sous son léger contact. Le garçon se réveilla avec le mouvement, serrant instinctivement la couverture plus fort autour de lui. Cole regarda les deux, le garçon effrayé et la vieille dame tremblante, et il sut qu'il n'y avait vraiment pas de choix à faire. « Vous devez vous réchauffer, » dit-il en les enveloppant tous les deux dans la couverture, s'assurant qu'ils étaient bien couverts. « Et toi, mon fils ?» demanda la dame, la voix étranglée par l'émotion devant cet acte de gentillesse inattendu. Cole sourit, ce même sourire doux que Anna disait qu'il avait depuis bébé. « Je peux supporter le froid, madame, j'ai vécu bien pire. » Ses doigts trouvèrent de nouveau le médaillon, et il pouvait presque entendre la voix de sa mère lui dire que la vraie chaleur vient du cœur. Le vent soufflait de plus en plus fort, rapprochant les trois sous l'auvent. Cole s'adossa au mur tandis que la dame et le garçon, maintenant réchauffés, commençaient à murmurer une vieille prière, la même que Anna récitait les nuits de tempête. « Vous connaissez cette prière » demanda Cole, surpris. Elle hocha la tête, un faible sourire apparaissant sur son visage ridé. « Ma mère me l'a apprise quand j'étais enfant, » dit-elle. « Ce sont les petites bénédictions qui nous maintiennent en vie. » Les premières heures du matin avancèrent, et le froid semblait pénétrer jusqu'aux os de Cole. Ses dents claquaient involontairement et ses doigts étaient engourdis, mais il refusait de montrer son inconfort. Il observa la dame, qui dormait maintenant plus paisiblement, enveloppée dans sa couverture avec le garçon blotti contre elle, cherchant instinctivement protection. « Est-ce que tu ressentais cela, maman ? Ce pincement au cœur en voyant quelqu'un souffrir et en faisant tout pour l'aider ?» se demanda-t-il. Pendant ce temps, Jonathan Lefebvre observait la ville à travers les vitres teintées de son bureau, au dernier étage du plus grand bâtiment de la région. 18 ans avaient passé depuis cette nuit orageuse, mais le souvenir le hantait encore dans ces moments de solitude.
Son empire avait grandi de manière exponentielle, il possédait désormais la moitié des bâtiments qu'il voyait depuis cette hauteur. Mais quelque chose en lui le faisait souffrir différemment ces derniers jours. Ce n'était pas du remords, il avait enterré ce sentiment depuis longtemps. C'était une douleur physique, vive, qui le faisait transpirer froid, même dans l'environnement climatisé. Ce doit être le stress, pensa-t-il. Je ne peux pas me permettre de tomber malade maintenant, pas alors que je suis sur le point de conclure l'affaire de ma vie. La réunion avec les actionnaires fut interrompue lorsque la douleur devint insupportable. Jonathan tenta de garder son sang-froid, mais ses mains tremblaient alors qu'il tenait les documents à plusieurs millions d'euros. La sueur perlait sur son front alors qu'il essayait de se concentrer sur les tableaux de profit devant lui. Les chiffres commencèrent à se brouiller, et sa vision devint floue. La dernière chose qu'il entendit avant de perdre connaissance fut sa propre voix, faible et méconnaissable, disant « Appelez mon médecin privé ». Le cabinet privé du médecin était aussi luxueux que son propre bureau, mais même les meubles coûteux ne pouvaient masquer la tension qui régnait dans l'air. Le docteur Nathan, son médecin depuis plus de 20 ans, analysait les résultats des tests avec une expression que Jonathan n'avait jamais vue auparavant. Le silence était seulement brisé par le bruit de la climatisation et le froissement des papiers. Jonathan ajusta sa cravate italienne, un geste nerveux qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. « Je n'ai pas toute la journée, Nathan. Que disent ces tests ? » « Jonathan, nous sommes amis depuis des années. Tu sais que j'ai toujours été franc avec toi. » Le médecin ôta ses lunettes et se frotta les yeux fatigués. « Tes tests montrent une maladie rare, une affection génétique qui affecte ton système immunitaire et ton cœur. C'est la même condition que... » Il marqua une pause, hésitant avant de continuer, que celle de ton fils à sa naissance. Jonathan sentit son sang se glacer dans ses veines. C'était comme si le passé revenait réclamer sa dette. « Ne parle pas de cet enfant. Il est mort il y a 18 ans, tu le sais bien. » Le médecin se leva et se dirigea vers la fenêtre du bureau. Dehors, la ville continuait son rythme frénétique, inconsciente du drame qui se déroulait à l'intérieur. La maladie est restée en sommeil toutes ces années, mais maintenant... Il se retourna pour faire face à Jonathan. « Maintenant, elle progresse de manière agressive. Ton corps rejette tes propres organes. Il nous faut une greffe de moelle osseuse de toute urgence. » Le ton professionnel du médecin dissimulait à peine son inquiétude. « Sans la greffe, tu as au maximum 3 mois à vivre. » Jonathan se leva brusquement, ses jambes tremblantes trahissant sa tentative de maintenir son contrôle. « L'argent n'est pas un problème. Trouve un donneur, paie ce qu'il faut, mais sauve-moi. » Le médecin secoua lentement la tête. « Ce n'est pas si simple. En raison de la rareté de cette condition génétique, le donneur doit avoir une compatibilité très spécifique. En fait, il hésita encore une fois. En fait, seul un parent de premier degré aurait des chances réelles d'être compatible. » Les mots du médecin frappèrent l'homme d'affaires comme un coup de poing dans l'estomac. Ses mains cherchèrent un appui sur la table en marbre, tandis que son esprit le ramenait à cette nuit pluvieuse, si lointaine. « Non, murmura-t-il d'une voix rauque. Il doit y avoir une autre solution. Il y a toujours une autre solution quand on a assez d'argent. » Le médecin s'approcha, posant une main sur son épaule. « Cette fois, Jonathan, même tout ton argent ne peut pas acheter ce dont tu as besoin. » Une infirmière entra avec d'autres résultats, et chaque papier que le médecin analysait semblait apporter de pires nouvelles. « Ton corps est en train de s'effondrer, Jonathan. Ce qui a commencé dans ton cœur se propage à d'autres organes. » Le docteur Nathan pointa plusieurs zones sombres sur les images. « Vois ces zones sombres ? Ce sont tes organes qui défaillent, un à un. C'est comme si ton corps se détruisait lui-même. » Jonathan desserra sa cravate, se sentant étouffé. Les murs du bureau semblaient se refermer sur lui. Et s'il n'était pas mort ? Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les contenir. Le médecin cessa de feuilleter les examens, ses yeux fixés sur Jonathan. « Que veux-tu dire ?» L'homme d'affaires passa ses mains sur son visage, ressentant le poids de 3 décennies de secrets. « Cette nuit-là, je n'ai jamais vu de corps. Je n'ai jamais été sûr. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Le docteur Nathan rangea méthodiquement les papiers, comme s'il avait besoin de ce moment pour assimiler les informations. « Jonathan, dit-il enfin, s'il y a même la moindre possibilité que ton fils soit vivant, tu dois le retrouver, non seulement pour ta survie mais... » Jonathan l'interrompit, sa voix chargée d'une émotion réprimée depuis longtemps. « Mais tu crois qu'il me pardonnerait ? Qu'il accepterait de m'aider après ce que j'ai fait ?» Une violente quinte de tout l'empêcha de continuer.
Il se plia en deux, et lorsqu'il retira sa main de sa bouche, il y avait du sang sur ses doigts. Le docteur Nathan se précipita pour l'aider, mais l'homme d'affaires le repoussa. Combien de temps ai-je pour le retrouver? Le médecin consulta les examens une fois de plus. Avec la vitesse à laquelle la maladie progresse, 3 mois, tout au plus. Mais tu dois commencer le traitement immédiatement pour tenir jusque-là. Jonathan vacilla jusqu'à la fenêtre, son reflet dans le verre révélant un homme bien différent du puissant homme d'affaires que tout le monde connaissait autrefois. Son empire, bâti sur des mensonges et des abandons, semblait maintenant aussi fragile que sa santé. Le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel de rouge sang. 18 ans à essayer d'oublier cette nuit. Et maintenant, ma vie dépend de ce même fils que j'ai abandonné. Le docteur Nathan s'approcha avec les derniers résultats en main, son expression grave en désignant les chiffres mis en évidence en rouge. Jonathan, ces tests montrent quelque chose de plus spécifique encore. La compatibilité dont tu as besoin est pratiquement impossible à trouver ailleurs que chez ton fils. Ton propre ADN se retourne contre toi, et seul quelqu'un avec ton patrimoine génétique peut inverser cela. Les derniers mots du médecin résonnèrent dans la pièce, tandis que Jonathan fixait la ville qu'il avait contribué à construire. Tout son pouvoir, tout son argent, toutes ses connexions, rien de tout cela ne comptait désormais. Sa vie dépendait de retrouver la seule personne au monde qui avait toutes les raisons de lui souhaiter la mort. Comment retrouver un fils que j'ai moi-même fait perdre? Murmura-t-il alors que le soleil se couchait, plongeant le bureau dans l'ombre. Jonathan tenait les examens avec des mains tremblantes, chaque chiffre, chaque diagnostic confirmant son pire cauchemar. L'ironie du destin ne pouvait être plus cruelle. Lui qui avait abandonné un bébé malade pour préserver sa réputation dépendait maintenant de ce même fils pour survivre. Ses yeux parcoururent la ville en contrebas, et pour la première fois depuis tant d'années, il se permit de dire tout « Où es-tu, mon fils ?» Y a-t-il encore une chance pour un père qui ne mérite pas le pardon? Quelques jours plus tard, Jonathan ajusta la perfusion du médicament qui régulait désormais son rythme cardiaque, ses mains tremblant légèrement à l'effort. Le bureau luxueux, qui représentait autrefois tout son pouvoir, lui semblait maintenant étouffant avec ses murs en acajou et ses tableaux coûteux. À la table de conférence devant lui, 3 détectives privés attendaient ses instructions, tandis qu'il tentait de contrôler sa respiration de plus en plus laborieuse. Ses yeux passaient en revue les hommes, évaluant s'il pouvait leur faire confiance pour son plus sombre secret. « J'ai besoin que vous retrouviez quelqu'un, et personne, absolument personne, ne doit savoir que vous menez cette recherche. » Jonathan commença, sa voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Il y a 18 ans, j'ai abandonné un bébé sur une route pendant une tempête. Les mots sortaient de sa bouche comme du venin tandis que les détectives prenaient des notes. C'était une nuit de mars, près de l'ancienne route d'État. Le bébé portait un médaillon en argent, c'est la seule chose concrète que j'ai pour aider dans cette recherche. Le détective le plus expérimenté fronça les sourcils, analysant les maigres informations fournies. Monsieur Lefebvre, sans dossiers officiels, sans le nom de la mère, sans... Jonathan frappa du poing sur la table, la frustration se mêlant au désespoir. Ne me dites pas ce que nous n'avons pas, dites-moi comment nous allons le retrouver. Il doit y avoir un moyen, il y a toujours un moyen quand on a assez d'argent. D'une main tremblante, Jonathan ouvrit un tiroir de son bureau et sortit un petit dessin du médaillon, fait de mémoire. Il était en argent vieilli, avec une gravure de Notre-Dame et une petite marque à l'arrière, comme une rayure en diagonale. Sa voix faiblit en se rappelant le moment où il avait décidé de ne pas arracher le bijou du cou du bébé. C'était la seule chose que je lui ai laissée, le seul indice de son origine. Commençons par les hôpitaux de la région, suggéra l'un des détectives en étalant une carte sur la table. Si quelqu'un a trouvé le bébé cette nuit-là, il a dû chercher une assistance médicale. Jonathan ressentit une douleur dans la poitrine en imaginant le bébé seul sous la pluie. Ses doigts se crispèrent autour de la bouteille de médicaments. Il était malade quand je l'ai abandonné. Il avait un problème cardiaque, le même qui est en train de me tuer maintenant. Le troisième détective, qui était resté silencieux jusque-là, se leva pour examiner la carte de plus près. L'ancienne route d'État traverse 3 quartiers principaux. Nous pouvons examiner tous les enfants enregistrés à cette époque, toutes les adoptions. Un silence pesant s'installa dans la pièce alors que les détectives échangeaient des regards inquiets. La recherche serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Aucun document, aucun dossier, seulement les souvenirs flous d'une nuit que Jonathan avait passé 18 ans à essayer d'oublier. L'homme d'affaires essuya la sueur froide de son front. « Ne me regardez pas comme ça. Je n'ai pas besoin de votre jugement, j'ai besoin de résultats. »
La mère du bébé, reprit le premier détective, essayant une nouvelle approche. Qui était-elle? Famille? Ami? Quelqu'un qui pourrait avoir des indices? Jonathan ferma les yeux, et pour la première fois depuis des années, l'image de Liliane lui apparut. Elle était domestique. Liliane. Elle est morte en donnant naissance à l'hôpital public central, mais elle avait une mère. Elle est venue me voir pour parler de son petit-fils, et je lui ai dit ce que j'avais fait. Nous ne nous sommes jamais revus. Si quelqu'un peut avoir des nouvelles, c'est elle, mais nous n'avons pas été en contact depuis des années, je ne sais même pas si elle est encore en vie. Les détectives commencèrent à esquisser des stratégies, mais Jonathan pouvait à peine se concentrer. La douleur dans sa poitrine augmentait, et sa vision commençait à se brouiller sur les bords, mais il se força à continuer. Je veux des équipes dans tous les quartiers proches de cette route, aller de porte en porte si nécessaire. Ce médaillon, quelqu'un a dû voir ce bébé avec ce médaillon quelque part. Le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres du bureau, illuminant les particules de poussière dans l'air. Jonathan observait le mouvement de la ville en contrebas, se sentant de plus en plus éloigné de tout cela. 18 ans à essayer d'oublier. Et maintenant chaque minute perdue pourrait me coûter la vie. Sa voix sortit dans un murmure rauque. Quelle ironie cruelle est cela? Soudain, la douleur explosa dans sa poitrine comme une bombe. Jonathan tituba, renversant la carafe d'eau sur les documents éparpillés sur la table. Sa vision devint complètement noire pendant quelques secondes, et il sentit le sol disparaître sous ses pieds. Les détectives se précipitèrent pour le soutenir, mais il s'effondrait déjà. « Mon fils, il faut que je trouve mon fils. » « Je vais bien. » Jonathan repoussa les mains des détectives qui tentaient de le soutenir, son orgueil encore plus fort que la douleur lancinante dans sa poitrine. Il redressa son costume italien froissé et passa une main dans ses cheveux grisonnants, essayant de retrouver son calme malgré son visage pâle et la sueur froide qui coulait de son front. Il se força à se tenir debout, s'appuyant discrètement sur la table. Pas d'autres interruptions. Concentrez-vous sur la recherche de mon fils. C'est tout ce qui compte, ordonna-t-il, sa voix aussi ferme qu'il put l'imposer. Les détectives échangèrent des regards inquiets alors que Jonathan titubait vers la porte. « Monsieur Lefebvre, vous n'êtes pas en état de... » Mais il les coupa d'un geste brusque, sa voix retrouvant une partie de son autorité habituelle. « J'ai dit que je vais bien. J'ai juste besoin d'un peu d'air frais, c'est tout. Continuez à travailler et tenez-moi informé de tout progrès, » termina-t-il, quittant la pièce sans attendre de réponse. L'ascenseur panoramique descendait lentement les 40 étages du bâtiment, et Jonathan observait son reflet dans le verre teinté. L'image qu'il voyait ressemblait à peine à celle de l'homme d'affaires puissant qu'il avait été autrefois, son visage était émacié, des cernes sombres entouraient ses yeux, et ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Une douleur plus aiguë dans sa poitrine le fit se plier en deux, pressant son front contre le verre frais. « Je ne peux pas montrer de faiblesse, pas maintenant que je suis si près de trouver une solution. » L'air de l'après-midi était lourd lorsque Jonathan sortit du bâtiment, ignorant les salutations des gardes de sécurité. Ses pas étaient instables alors qu'il marchait sur le trottoir animé, le monde autour de lui commençant à tourner. Les passants se pressaient, certains lui lançant des regards curieux en voyant cet homme bien habillé qui semblait sur le point de s'effondrer. Il desserra sa cravate, se sentant étouffé. « Il faut juste que j'atteigne la voiture, encore quelques mètres. » C'est alors que cela arriva. La douleur explosa dans sa poitrine comme 1000 aiguilles, faisant fléchir ses genoux. Le monde devint noir pendant un moment, et Jonathan sentit son corps trop lourd pour rester debout. Avant qu'il ne touche le sol, cependant, des bras forts le rattrapèrent. À travers le brouillard de la douleur, il entendit une voix jeune et inquiète. « Monsieur ? Monsieur, tenez bon. Quelqu'un appelait une ambulance. » dit Cole. Jonathan lutta pour garder les yeux ouverts, essayant de se concentrer sur le visage de son sauveur. C'était un jeune homme sans abri, ses vêtements usés et sales contrastant avec l'élégance de l'avenue. Mais il y avait quelque chose de familier dans ce visage, quelque chose dans les yeux du jeune homme qui fit battre son cœur un peu plus vite. Même sous la saleté et la fatigue, Jonathan reconnut ses propres yeux qui le regardaient en retour. « Ce n'est pas possible, » pensa-t-il. Cole tenait fermement l'inconnu, ignorant les regards de mépris des passants. Le médaillon en argent autour de son cou se balançait alors qu'il essayait de garder l'homme conscient. « Restez avec moi, monsieur !» cria-t-il aux gens qui commençaient à se rassembler autour d'eux. Ses mains calleuses et usées par la rue soutenaient la tête de l'homme, qui le regardait avec une expression de choc et de reconnaissance. « Vos yeux, comment ?» dit Jonathan avant de perdre connaissance. Le son de la sirène déchira l'air de l'après-midi, mais Jonathan était déjà en train de sombrer dans l'inconscience.
Dans ses derniers instants de lucidité, il leva une main tremblante vers le visage de Cole, comme s'il voulait le toucher pour s'assurer qu'il était réel. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, l'obscurité l'enveloppa complètement. Les ambulanciers travaillèrent rapidement, mettant Jonathan dans l'ambulance tout en vérifiant ses signes vitaux. Cole resta à proximité, tenant toujours le dossier de documents que l'homme avait laissé tomber. « Le connaissez-vous » demanda l'un des secouristes. Cole secoua la tête. « Non, mais il y a quelque chose de bizarre. Quand il m'a regardé, c'était comme s'il avait vu un fantôme. »« Nous devons l'emmener maintenant, » dit le secouriste en préparant à fermer les portes de l'ambulance. Cole fit un pas en arrière, mais quelque chose l'empêcha de simplement partir. Peut-être que c'était le regard de cet homme, ou peut-être la voix de Hannah qui résonnait dans sa mémoire, lui rappelant toujours d'aider ceux qui en ont besoin. « Puis-je l'accompagner ? Il ne semble pas avoir quelqu'un avec lui en ce moment, » dit-il, et les ambulanciers acceptèrent. À l'hôpital, les médecins luttèrent contre le temps. L'état de Jonathan était critique, et il avait besoin d'une transfusion sanguine en urgence. Cole attendait dans le couloir, essayant de comprendre pourquoi il se sentait si connecté à un parfait inconnu. Une infirmière s'approcha, l'air préoccupé. « Êtes-vous de la famille de ce monsieur ?» Cole secoua la tête. « Non, j'étais juste là au moment où il s'est effondré, pourquoi ?» L'infirmière consulta un dossier, son expression grave. « Monsieur Lefebvre a besoin d'une transfusion sanguine urgente, mais il a un groupe sanguin très rare, et nous avons du mal à trouver des donneurs compatibles, » expliqua-t-elle. Cole toucha inconsciemment le médaillon autour de son cou, ce geste familier qu'il faisait toujours lorsqu'il devait prendre une décision importante. « Je peux voir si je peux donner. Je ne connais pas mon groupe sanguin, mais si je peux aider, » dit-il. Les couloirs de l'hôpital rappelaient tellement à Cole la dernière nuit avec Hannah qu'il sentit une boule dans sa gorge en suivant l'infirmière pour faire les tests de compatibilité. Il n'arrivait pas à chasser de son esprit le regard de cet homme, un regard qui, pour une raison inexplicable, lui semblait comme un miroir de ses propres yeux. Pourquoi ai-je l'impression d'avoir déjà vu ses yeux? Pourquoi ai-je l'impression de connaître cet homme? Pensa-t-il. Nous allons faire les tests de compatibilité maintenant, dit l'infirmière en préparant les matériaux nécessaires. Cole releva la manche de sa chemise usée, exposant son bras pour la prise de sang. Le médaillon en argent brillait sous les lumières fluorescentes de l'hôpital, comme s'il voulait révéler ses secrets. Que la volonté de Dieu soit faite. Si je peux aider cet homme, je l'aiderai. C'est ce que m'a appris Hannah. La salle d'attente des soins intensifs était calme lorsque le médecin apparut avec les résultats des tests en main. Cole se leva de sa chaise en plastique, le corps tendu d'anxiété. À travers la vitre, il pouvait voir Jonathan, connecté à de nombreuses machines, sa respiration maintenue artificiellement. Le médecin regarda les résultats, puis Cole, avec une expression d'émerveillement sur le visage. « C'est incroyable, non seulement votre sang est compatible, mais les tests montrent une compatibilité génétique presque parfaite. C'est... » Il s'interrompit, réévaluant ses mots. Il est extrêmement rare de trouver ce niveau de compatibilité entre des personnes non apparentées. « Que voulez-vous dire par compatibilité génétique ?» demanda Cole, le cœur battant sans qu'il sache pourquoi. Le médecin ajusta ses lunettes, toujours concentré sur les résultats. « Monsieur Lefebvre a besoin d'une greffe de moelle osseuse, et vous êtes le donneur parfait. C'est extrêmement rare de trouver ce niveau de compatibilité. » Il s'interrompit, son regard tombant sur le médaillon de Cole, mais il ne fit aucun commentaire. Les moniteurs cardiaques de Jonathan commencèrent à montrer des variations lorsque Cole entra dans l'unité de soins intensifs. Même sous sédation, l'homme d'affaires sembla réagir à la présence du jeune homme. Le médecin vérifia ses signes vitaux pendant que Cole s'approchait du lit, les yeux fixés sur le visage pâle de l'homme qu'il avait sauvé dans la rue. Il y avait quelque chose de familier dans ses traits, quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. « Pourquoi ai-je l'impression d'avoir déjà vu ce visage ?» se demanda-t-il. Jonathan ouvrit lentement les yeux, la conscience revenant par vagues confuses. Sa vision était floue, mais en se concentrant sur le jeune homme à son chevet, son regard changea. C'était le même jeune homme qu'il avait secouru dans la rue, mais sous la lumière crue de lycée, il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui fit battre son cœur un peu plus fort. Ses yeux, ce n'est pas possible. Jonathan tenta de se redresser dans son lit, ses mouvements limités par les tubes et câbles. Ses yeux ne quittaient pas le visage de Cole, comme s'il essayait de confirmer quelque chose que son esprit refusait de croire. Puis, le millionnaire vit le médaillon que le jeune homme portait autour du cou. Le moniteur cardiaque se mit à biper plus vite, reflétant son agitation croissante. Le docteur s'approcha, inquiet.
Monsieur Lefebvre, vous devez vous calmer, votre cœur ne supportera pas d'autre changement. Ce médaillon, murmura Jonathan, sa voix rauque et faible. Sa main tremblante pointait la pièce d'argent suspendue autour du cou de Cole. Où l'as-tu eu? Les mots sortaient difficilement, chaque respiration lui coûtant un effort immense. Cole saisit instinctivement le médaillon. Je l'ai toujours eu. C'est la seule chose qui me reste de mon passé. Le visage de Jonathan devint encore plus pâle, si cela était possible, et ses yeux se remplirent de larmes en scrutant chaque détail du visage du jeune homme. Un vieux souvenir tenta de remonter à la surface, une nuit de tempête, une nuit qu'il avait passé des années à essayer d'oublier. Le médaillon brillait sous la lumière fluorescente, comme une accusation silencieuse. Tu ressens là? Jonathan n'eut pas le temps de finir. À qui? Demanda Cole, sentant un frisson inexplicable lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans la façon dont Jonathan le regardait, quelque chose qui accélérait les battements de son cœur. Le visage du vieil homme se crispa sous la douleur. Je dois te dire quelque chose, tu dois savoir. Le moniteur cardiaque émit des bips plus intenses, et le docteur se précipita pour vérifier les signes vitaux de Jonathan, de plus en plus instables. Jonathan agrippa le bras de Cole avec une force surprenante pour quelqu'un d'aussi affaibli. Cette nuit, la tempête. Sa voix devenait de plus en plus faible, entrecoupée de respirations laborieuses. Quelle nuit? De quoi parlez-vous? Cole se pencha, une anxiété inexplicable serrant sa poitrine. Liliane, elle était si. Mais avant qu'il ne puisse continuer, son corps se cambra, saisi d'une douleur brûlante. Le son aigu et continu du moniteur cardiaque envahit la pièce. Jonathan essayait encore de parler, ses lèvres bougeant sans émettre de son, ses yeux fixés sur Cole avec une expression de désespoir et de regret. Son corps convulsa une dernière fois avant de retomber, inerte, sur les draps blancs. Arrêt cardiaque, cria le docteur, lançant les manœuvres de réanimation. L'équipe d'urgence envahit la pièce, repoussant Cole sur le côté. Il observa, hébété, les tentatives pour réanimer Jonathan. Le nom que l'homme d'affaires avait mentionné, Liliane, résonnait dans son esprit comme une question sans réponse. C'était le nom de sa mère. Le chaos prit le contrôle de la salle de soins intensifs. Cole resta paralysé près de la porte tandis que l'équipe médicale luttait pour ramener Jonathan à la vie. Le son du défibrillateur résonna dans la pièce, suivi du bruit sourd du corps sur le lit. Une infirmière énonçait les signes vitaux, sa voix se mêlant aux bips incessants des machines. Dans la confusion, le portefeuille de Jonathan tomba du manteau suspendu près du lit, laissant entrevoir un petit éclat métallique qui attira l'attention de Cole. « Allez, réagissez. Une fois encore !» ordonna le docteur, ses mains toujours pressées sur la poitrine de l'homme d'affaires. Le défibrillateur bourdonna de nouveau, envoyant un autre choc électrique à travers le corps inerte de Jonathan. Le médecin pressait fort, des gouttes de sueur perlant sur son front alors qu'il s'efforçait de le ramener. Cole, toujours figé près de la porte, serra instinctivement le médaillon autour de son cou tout en observant l'équipe médicale travailler frénétiquement. Le moniteur cardiaque émettait un son aigu et continu, comme un cri de désespoir qui résonnait dans la salle de soins intensifs. Pendant un instant, tout semblait perdu, jusqu'à ce qu'un faible bip irrégulier apparaisse sur l'écran, suivi d'un autre, puis d'un autre. « Nous avons un pouls, faible mais stable », s'écria le docteur. « Vite, il faut le stabiliser avant qu'il n'ait une autre crise. » Ses mains travaillaient toujours avec précision. Pourquoi mon cœur se serrait-il en voyant cet homme lutter pour sa vie? Pourquoi ai-je l'impression qu'une partie de moi est sur ce lit? Pensa Cole, ressentant un lien inexplicable avec cet inconnu. Le portefeuille de Jonathan était tombé au sol dans la précipitation des infirmières, partiellement ouvert, révélant un petit éclat métallique qui attira l'attention de Cole. Alors que l'équipe médicale se concentrait sur la stabilisation des signes vitaux de l'homme d'affaires, le jeune homme s'approcha lentement et ramassa l'objet. Ses mains tremblaient en découvrant une photo d'une femme dans le portefeuille de Jonathan. Elle portait un médaillon identique à celui de Cole, seulement moins usé par le temps. La même gravure de Notre-Dame en argent, la même rayure diagonale à l'arrière. C'était comme contempler un miroir du passé. Ce n'est pas possible, après toutes ces années de recherche, murmura Cole, sa voix étranglée. Comment quelqu'un peut-il avoir une photo avec mon médaillon? Cette femme sur la photo, pourrait-il? Se demanda-t-il, sentant son monde vaciller. Les médecins réussirent finalement à stabiliser Jonathan, le connectant à un respirateur et ajustant les médicaments qui coulaient maintenant dans ses veines via de multiples tubes. Le docteur Nathan, encore essoufflé après l'effort pour ranimer son patient,
observa Cole avec une expression intriguée. Le jeune homme tenait toujours la photo, comme s'il essayait de comprendre la signification de cette découverte. Le médecin s'approcha lentement, ses années d'expérience lui permettant d'assembler les pièces de ce puzzle complexe. Ses yeux, ils sont les mêmes. Et maintenant, les résultats des tests prennent tout leur sens, pensa le docteur avant de parler. Cole, j'ai quelque chose d'important à te dire, quelque chose qui changera tout ce que tu connais de ta vie. La salle de conférence de l'unité de soins intensifs semblait trop petite pour contenir le poids des révélations à venir. Cole était assis, rigide sur sa chaise, les deux médaillons côte à côte sur la table, entre lui et le docteur Nathan. Le docteur tenait les résultats des tests de compatibilité, son expression grave tandis qu'il organisait les mots qui allaient bouleverser la vie du jeune homme. Le silence n'était interrompu que par le bourdonnement de la climatisation et le son lointain des moniteurs de l'ICU. Cole, j'ai été le médecin de Jonathan depuis des années. J'ai besoin de savoir si tu t'es déjà demandé pourquoi tes tests montraient une correspondance aussi parfaite avec ceux de Monsieur Lefebvre, commença le docteur avec prudence. Docteur, s'il vous plaît, ne prolongez pas cette agonie. Que voulez-vous dire? Répondit Cole, la voix tremblante. Le docteur Nathan fit glisser les résultats des tests sur la table, montrant une série de chiffres et de graphiques qui n'avaient pas beaucoup de sens pour Cole. Cependant, les mots du médecin le frappèrent comme un éclair. La compatibilité génétique entre toi et Jonathan est bien trop élevée pour être une simple coïncidence. Le matériel génétique, les marqueurs spécifiques, tout indique une relation de premier degré. Le docteur expliqua comment il était pratiquement impossible de trouver un tel niveau de compatibilité entre des personnes sans un lien de sang direct. Cole, ces résultats ne peuvent signifier qu'une chose, Jonathan Lefebvre est ton père biologique, révéla enfin le docteur. Comment est-ce possible? Comment le destin peut-il être aussi ironique, au point de me faire sauver la vie de l'homme qui m'a abandonné? Questionna Cole, la voix étranglée par l'émotion. Les mains de Cole tremblaient. Il se souvenait de l'histoire que Anna lui avait racontée tant de fois sur la nuit où elle l'avait trouvée, une histoire qui prenait désormais une nouvelle dimension. La tempête, la voiture de luxe quittant la route, le bébé abandonné avec un médaillon en argent. Tous les morceaux s'emboîtaient dans un puzzle trop douloureux à contempler. Le docteur Nathan observait en silence, laissant le jeune homme assimiler l'ampleur de cette révélation. Alors c'était lui qui m'a laissé pour mort cette nuit-là, dit Cole, sa voix empreinte d'un mélange de douleur et de colère. Et maintenant, sa vie est entre mes mains, comme la mienne était entre les siennes, il y a 18 ans, ajouta-t-il, ressentant le poids de cette ironie. Les moniteurs de soins intensifs continuaient leur bip constant, marquant les battements faibles mais stables du cœur de Jonathan. Cole retourna lentement dans la salle, s'approchant du lit où son père biologique luttait pour sa vie. L'homme qui, quelques heures auparavant, était un inconnu représentait maintenant le chaînon manquant de son histoire, la réponse aux questions qui l'avaient tourmenté toute sa vie. Les machines maintenaient Jonathan en vie, mais seul un don de moelle osseuse pouvait le sauver. Un don que seul Cole pouvait faire. Comme le destin est capricieux, le fils que tu as voulu abandonner est ta seule chance de survie, murmura Cole à son père inconscient. Mais comment puis-je sauver quelqu'un qui n'a pas hésité à me condamner à mort, pensa-t-il, le cœur déchiré. Le docteur Nathan entra de nouveau dans la pièce, portant d'autres résultats d'examen. Les nouvelles n'étaient pas bonnes, l'état de Jonathan se détériorait d'heure en heure, et sans la greffe, ses chances de survie étaient pratiquement nulles. Le médecin expliqua en détail la procédure, les risques, le temps de récupération, mais les mots semblaient lointains pour Cole, qui ne pouvait détacher son regard de l'homme alité. L'image de Anna, sa véritable mère, apparut dans son esprit, lui rappelant toutes les leçons de pardon et de compassion qu'elle lui avait enseignées. La décision t'appartient, Cole. Je ne peux pas et ne dois pas influencer ton choix, dit le docteur, posant une main sur son épaule. Comment puis-je choisir entre la vengeance que mon cœur réclame et la compassion que m'a enseignée Anna, répondit Cole, la voix étouffée. Les heures s'étiraient alors que Cole luttait avec sa décision, assis au chevet de Jonathan. Il rejouait mentalement chaque instant de sa vie, les luttes, les batailles, l'amour inconditionnel de Anna qui l'avait sauvé et élevé alors qu'elle n'avait rien. Le contraste entre la pauvreté dans laquelle il avait grandi et le luxe qui entourait son père biologique était comme une gifle. Le médaillon autour de son cou semblait peser une tonne, chargé de souvenirs et de significations qu'il n'avait jamais imaginées. « Pourquoi m'as-tu fait cela? Quel genre d'homme abandonne un bébé malade par une nuit de tempête ?» demanda-t-il à son père inconscient. Existe-t-il un pardon assez grand pour couvrir un abandon si cruel, se demanda-t-il en regardant les machines qui maintenaient Jonathan en vie.
Cole se leva de la chaise à côté du lit de Jonathan, ses pas résonnant dans les couloirs déserts de l'hôpital alors qu'il cherchait un endroit pour organiser ses pensées. Ses pieds le menèrent instinctivement vers la petite chapelle au 3e étage, un espace silencieux éclairé seulement par quelques bougies vacillantes. L'odeur douce de l'encens emplissait l'air, aussi familière que les dimanches après-midi où il accompagnait Anna à l'église du quartier. Le jeune homme s'assit sur le dernier banc, ses doigts caressant encore inconsciemment le médaillon qui portait maintenant un poids bien plus lourd que le simple argent. « Maman, tu disais toujours que Dieu ne nous donne pas de fardeau plus lourd que ce que nous pouvons porter, » murmura-t-il dans le silence de la chapelle. « Mais celui-là, maman, celui-là semble trop lourd, » finit-il, sentant les larmes commencer à couler. Les bougies dansaient sur les murs de la chapelle, projetant des ombres qui semblaient bouger au rythme des souvenirs qui envahissaient l'esprit de Cole. Il se souvint d'une nuit particulièrement difficile, quand il n'avait que 10 ans et qu'il avait découvert qu'il était adopté. Anna l'avait trouvé en train de pleurer, caché sous le lit, et au lieu de mots de réconfort vides, elle lui avait offert une leçon qui résonnait maintenant dans son cœur avec une force renouvelée. Ses mains agrippaient fermement le banc en bois usé, tandis que la voix de Anna réapparaissait dans sa mémoire. « Mon fils, le pardon n'est pas un cadeau que nous offrons aux autres, c'est un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes. » Ces paroles, prononcées cette nuit-là, revenaient maintenant, plus significatives que jamais. « Comment as-tu pu être si sage, maman ? Comment savais-tu qu'un jour j'aurais besoin de ces leçons ?» demanda-t-il dans le silence de la chapelle. Le crucifix sur le mur semblait le regarder avec la même intensité que Anna quand elle savait qu'il était aux prises avec une décision difficile. Cole se leva, s'approchant de l'autel avec des pas hésitants. Une bougie presque éteinte attira son attention. Elle était sur le point de s'éteindre, mais luttait encore pour maintenir sa flamme, tout comme Jonathan se battait pour sa vie quelques étages plus haut. Ses mains tremblaient en allumant une nouvelle bougie, se souvenant du nombre de fois où il avait vu Anna faire ce même geste, toujours accompagné d'une prière pour les autres, même pour ceux qui l'avaient blessé. « Tu as allumé tant de bougies pour moi, maman. Tu as tant prié pour l'homme qui m'a abandonné sans même savoir qui il était, » murmura Cole en regardant la nouvelle flamme grandir. « Savais-tu déjà qu'un jour j'aurais besoin d'apprendre à pardonner quelque chose d'aussi grand ?» Un frisson le parcourut soudainement quand la porte de la chapelle s'ouvrit, révélant la silhouette pressée du docteur Nathan. Le docteur semblait avoir couru jusque-là, et ses mots étaient entrecoupés de halètements. L'état de Jonathan s'était significativement aggravé dans les dernières minutes, ils avaient besoin d'une réponse immédiate au sujet de la greffe. L'air de la chapelle semblait s'alourdir à chaque seconde, pesant comme du plomb tandis que le docteur expliquait l'urgence de la situation. « Cole, nous avons besoin de ta décision maintenant. Ses organes commencent à lâcher, » dit le docteur, sa voix chargée d'inquiétude. « Comment puis-je décider en quelques minutes de quelque chose qui changera de vie pour toujours ?» répondit Cole, le cœur battant à toute vitesse. Le docteur Nathan hésita avant de continuer, ses prochains mots tombant comme des pierres dans le silence de la chapelle. « La procédure ne sera pas simple. Le problème cardiaque que tu as eu enfant, le même qui a failli te tuer cette nuit de tempête, pourrait compliquer l'opération. » Le médecin expliqua avec soin les risques, chaque mot pesant plus que le précédent. L'anesthésie, la procédure elle-même, tout comportait un risque supplémentaire pour quelqu'un avec sa condition. « Il y a une chance que tu ne survives pas à l'opération, » conclut le docteur, sa voix presque un murmure. Les bougies continuaient leur danse silencieuse alors que Cole absorbait le poids de cette révélation. Le risque n'était pas seulement d'échouer à sauver Jonathan, c'était de perdre sa propre vie dans le processus. Ses yeux rencontrèrent la petite image de Notre-Dame sur l'autel, si semblable à celle gravée sur son médaillon, et pendant un moment, il se revit comme ce bébé abandonné sous la pluie, luttant pour survivre. La voix de Anna résonna une fois de plus dans sa mémoire, cette fois provenant de l'un des derniers moments qu'ils avaient partagés. La vraie force ne réside pas dans la manière dont la vie nous blesse, mon fils, mais dans la façon dont nous choisissons de réagir à la douleur. Ces paroles résonnaient maintenant avec une clarté cristalline. Que ferais-tu, maman ? Risquerais-tu ta vie pour sauver quelqu'un qui a essayé de prendre la tienne ? Demanda-t-il au silence. Un tumulte dans le couloir attira leur attention, des médecins courants, des voix élevées discutant des procédures d'urgence. Le docteur Nathan vérifia rapidement son téléphone, son visage pâlissant à la lecture du message reçu. Jonathan était en train de subir une défaillance multiviscérale, le temps pressait. « Nous avons besoin de ta réponse maintenant, Cole. Dans les prochaines minutes, soit nous commençons la procédure, soit... » Le docteur ne termina pas sa phrase, mais le sens était clair.
c'est à ce moment-là que Cole ressentit quelque chose de différent, une clarté qui ne venait pas d'une décision logique, mais d'un endroit bien plus profond. Les mots de Hannah, sur le pardon, sur le fait de choisir l'amour même quand il serait plus facile de choisir la haine, lui parurent plus vrais que jamais. Son regard se posa sur la dernière bougie qu'il avait allumée, sa flamme désormais forte et stable, comme si elle lui montrait le chemin. Vous savez, docteur, ma mère, ma vraie mère, m'a toujours dit que ce sont nos choix qui définissent qui nous sommes. Commença-t-il, sa voix trouvant une force qu'il ne savait pas posséder. Et aujourd'hui, je choisis d'être son fils, pas le fils de l'homme qui m'a abandonné. Le docteur Nathan l'observa en silence alors que Cole se levait, une nouvelle détermination dans ses mouvements. Le jeune homme qui était entré dans la chapelle, accablé par le doute et la tristesse, semblait maintenant différent, comme s'il avait trouvé une réponse plus grande que ses propres douleurs. « Je vais procéder à la greffe, docteur. Pas pour l'homme qui m'a abandonné, mais pour la femme qui m'a enseigné la vraie signification de l'amour, » déclara Cole, sa voix ferme malgré la peur qu'il ressentait toujours. « Même en sachant les risques pour ta propre vie ?» demanda le docteur, cherchant à être certain. Les bougies de la chapelle projetaient une dernière lueur sur le visage de Cole tandis qu'il se dirigeait vers la porte, prêt à affronter ce que le destin lui avait préparé. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais avec la certitude de suivre les enseignements de Hannah sur l'amour et le pardon. Même si Hannah n'était plus là physiquement, ses leçons vivaient dans chaque décision que Cole prenait. « Oui, docteur, même en sachant les risques, » répondit-il en touchant une dernière fois le médaillon. « Parfois, il faut tout risquer pour prouver qu'on est plus fort que nos cicatrices. » Le chemin vers le bloc opératoire ressemblait davantage à un rêve qu'à la réalité, chaque pas résonnant dans les couloirs de l'hôpital tandis que l'équipe médicale s'activait pour préparer la procédure. Cole sentit les regards respectueux des professionnels qui connaissaient son histoire, le fils abandonné, choisissant de risquer sa vie pour sauver le père qu'il avait rejeté. Une infirmière plus âgée, en l'aidant à se préparer, ne put retenir ses larmes. « Tu es un garçon très spécial, tu sais, » dit-elle en ajustant le drap sur le brancard. « Non, j'ai juste eu une mère qui m'a appris la valeur de la compassion, » répondit-il en pensant à Hannah. Le bloc opératoire était plongé dans un silence complet lorsque l'équipe médicale commença la procédure. Des lumières éclatantes illuminaient deux tables d'opération, père et fils séparés seulement par un rideau bleu. Le docteur Nathan supervisait l'extraction de la moelle osseuse de Cole, ses gestes précis masquant la tension qu'il ressentait. Les moniteurs cardiaques des deux patients marquaient un rythme régulier, presque synchronisé, comme si, même inconscient, leur cœur battait dans une dernière tentative de connexion. Entre le son des appareils et les ordres chuchotés, une infirmière remarqua le premier changement dans les signes vitaux de Cole. « Docteur, la saturation du garçon baisse », avertit-elle, les yeux fixés sur le moniteur. « Stabilisez-le. »« Nous ne pouvons pas en perdre un seul maintenant, » répondit le docteur, sentant le poids de cette responsabilité. Les minutes s'écoulaient alors que l'équipe travaillait en parfaite synchronie, chaque mouvement calculé avec une précision millimétrique. L'extraction de la moelle osseuse était presque terminée quand les premières vraies complications apparurent. Le cœur de Cole commença à montrer de graves arythmies, exactement comme le docteur Nathan l'avait redouté. Les moniteurs émirent des alertes stridentes, rompant la concentration de l'équipe. Le corps du jeune homme réagissait à la procédure d'une manière inattendue, sa condition cardiaque préexistante compliquant encore la situation. « La pression sanguine chute, il nous faut de l'épinéphrine maintenant », s'écria un des chirurgiens. « Cela ne devrait pas arriver, pas maintenant », pensa le docteur Nathan, ses mains se déplaçant rapidement. Le chaos envahit le bloc opératoire alors que les signes vitaux de Cole se dégradaient rapidement. Les machines bipaient en une symphonie désespérée, tandis que l'équipe médicale luttait pour stabiliser le jeune homme sans interrompre la procédure cruciale. De l'autre côté du rideau, Jonathan restait stable, inconscient des complications qui menaçaient la vie de son fils. Une infirmière courait entre les deux tables, apportant des sacs de médicaments et de matériel d'urgence. « Il entre en état de choc », avertit l'anesthésiste, la voix tendue. « Si nous n'inversons pas cela maintenant, nous allons le perdre », ajouta-t-il en ajustant rapidement la dose de médicaments. Le docteur Nathan se trouva face à un dilemme pour lequel aucune école de médecine ne l'avait préparé. La moelle osseuse extraite de Cole était la seule chance de survie de Jonathan. Mais poursuivre la procédure risquait de coûter la vie au jeune homme. Les machines continuaient leur cœur d'alerte, chaque bip rappelant que le temps jouait contre eux. La sueur perlait sous le masque du médecin, chaque seconde d'indécision pouvant être fatale. « Docteur, nous avons besoin d'une décision maintenant », insista le cardiologue de l'équipe.
Comment choisir entre deux vies quand chacune dépend de l'autre? Pensa le docteur Nathan, les mains suspendues en l'air, paralysé par l'ampleur de la situation. Les complications augmentaient à chaque seconde. Le cœur de Cole luttait pour maintenir son rythme, chaque battement irrégulier devenant plus inquiétant. L'équipe se divisait entre poursuivre l'extraction et tenter de stabiliser ses signes vitaux, une bataille qui semblait impossible à remporter sur deux fronts. Les lumières du bloc opératoire se reflétaient sur le visage pâle du jeune homme, soulignant une sérénité qui contrastait avec le chaos environnant. « On le perd. Il nous faut augmenter la dose de médicaments », cria une infirmière. « Si on l'augmente encore, son cœur ne le supportera pas », répondit l'anesthésiste, la peur évidente dans sa voix. Le moniteur cardiaque de Cole émit un son différent, plus aigu et continu. Son cœur s'arrêtait. L'équipe médicale réagit instantanément, initiant des procédures d'urgence tout en tentant de poursuivre l'extraction. Le docteur Nathan regardait les chiffres du moniteur chuter, sachant que chaque seconde d'hésitation pouvait être fatale. La moelle osseuse extraite attendait d'être transférée, le temps jouant contre sa viabilité. Si nous arrêtons maintenant, Jonathan meurt. Si nous continuons, nous risquons de perdre Cole, exprima un des chirurgiens, formulant le dilemme. Comment prendre une décision quand il n'y a pas de bon choix, murmura le docteur Nathan, ses mots se perdant dans le bruit des machines. Une alarme encore plus urgente retentit lorsque le cœur de Cole cessa complètement de battre. Les mains expertes du docteur initièrent immédiatement un massage cardiaque, tandis qu'une partie de l'équipe préparait le défibrillateur. Le son des compressions rythmiques se mêlait aux ordres tendus des médecins, créant une atmosphère de désespoir contrôlé. De l'autre côté du rideau, ironiquement, les signes vitaux de Jonathan restaient stables, inconscients du drame qui se déroulait. « Chargez », ordonna le docteur, suppliant en silence, « ne nous forcez pas à choisir. » Les palettes du défibrillateur touchèrent la poitrine de Cole. Le corps de Cole se cambra sous le choc, mais son cœur refusait de reprendre un rythme normal. Chaque seconde qui passait réduisait les chances de succès des deux côtés du rideau. La moelle osseuse extraite avait une durée de viabilité limitée, et le cerveau de Cole ne pouvait rester sans oxygène beaucoup plus longtemps. L'équipe médicale travaillait frénétiquement, partagée entre deux procédures qui semblaient de plus en plus incompatibles. « Encore une fois, chargez », ordonna le docteur Nathan. « Comment le destin peut-il être aussi cruel en nous forçant à prendre une telle décision ?» pensa-t-il en regardant la ligne toujours plate sur le moniteur. Le temps semblait figé dans le bloc opératoire, chaque seconde s'étirant en une éternité de choix impossibles. L'équipe médicale bougeait au ralenti, chaque action portant le poids de ses conséquences. Le docteur Nathan regardait alternativement les deux patients, le père et le fils, unis par le sang mais séparés par une histoire d'abandon, connectés à présent dans un moment qui déciderait du sort des deux. « Docteur, la viabilité de la moelle osseuse diminue », alerta un chirurgien. « Et le temps de réponse cérébrale de Cole aussi », ajouta un autre, la voix chargée de désespoir. Le son du moniteur cardiaque de Cole restait un ton aigu continu alors que les tentatives de réanimation se poursuivaient. L'équipe se relayait pour les compressions, leurs mouvements devenant de plus en plus urgents à mesure que les minutes s'écoulaient. Le docteur Nathan ressentait le poids de chaque seconde, sachant qu'il devait prendre une décision qui changerait à jamais le cours de deux vies. La moelle osseuse extraite attendait, sa viabilité diminuant à vue d'œil. Combien de temps avant que la moelle ne soit plus utilisable ? Demanda-t-il, ses mains toujours en train de presser le torse de Cole. Minutes, docteur, seulement des minutes, répondit le spécialiste, la voix lourde d'inquiétude. Les machines continuaient leur symphonie désespérée, chaque son et chaque alarme marquant le temps qui s'écoulait. L'équipe médicale se déplaçait entre les deux tables d'opération, leur regard alternant entre le père et le fils, alors que le docteur Nathan sentait le poids du choix le plus difficile de sa carrière. « Nous avons besoin d'une décision maintenant », insista le chirurgien chargé du transfert. Comment choisir entre sauver le père qui a abandonné et le fils qui est venu pour pardonner, pensa le docteur Nathan, ses mains tremblant pour la première fois en des années de chirurgie. Le bloc opératoire s'était transformé en champ de bataille, chaque seconde étant précieuse. D'un côté, la moelle extraite attendait d'être transférée, sa viabilité diminuant à chaque instant. De l'autre, le corps de Cole restait inerte, son cœur silencieux malgré toutes les tentatives de réanimation. Le docteur Nathan regarda son équipe et vit dans leurs yeux le même dilemme moral qui le rongeait. Le choix qui se présentait à eux n'était pas seulement médical, il était profondément humain. « Il faut décider maintenant, ils sont tous deux à la limite », avertit l'anesthésiste. « Parfois, il n'y a pas de bon choix, seulement des choix nécessaires », répondit le docteur Nathan, se préparant à prendre la décision la plus difficile de sa vie.
Les secondes semblaient éternelles alors que le docteur Nathan pesait ses options, chaque tic-tac de l'horloge au mur résonnant comme un marteau marquant le temps qui s'écoulait pour les deux patients. L'équipe attendait ses ordres, l'air chargé de la tension du moment. Le docteur jeta un dernier regard aux deux hommes, le père cherchant la rédemption et le fils qui avait choisi le pardon, sachant que son prochain ordre changerait irréversiblement le destin des deux. « Docteur, nous avons besoin de votre décision finale maintenant, » dit l'assistant chirurgien, sa voix presque un murmure. « Que Dieu me pardonne pour ce que je m'apprête à faire, » pensa le docteur Nathan en se préparant à donner l'ordre qui scellerait le sort du père et du fils. L'horloge murale indiquait qu'il était déjà tôt le matin lorsque le docteur Nathan ouvrit la bouche pour donner son ordre final. Le son des machines semblait s'être atténué, comme si elles aussi respectaient la gravité de ce moment. Toute l'équipe attendait, paralysée, sachant que les prochains mots du docteur détermineraient quelle vie serait sauvée et quelle vie serait perdue. « Équipe », commença le docteur Nathan, la voix étranglée d'émotions contenues, « nous allons… » Mais avant qu'il ne puisse achever son ordre, un nouveau son traversa l'air du bloc opératoire, faisant retenir leur souffle à tout le monde. La première lueur de l'aube filtrait à travers les stores de la chambre d'hôpital tandis que Jonathan commençait à se réveiller, ses paupières lourdes luttant contre l'éclat intrusif. L'environnement stérile et silencieux n'était brisé que par le bip régulier des moniteurs cardiaques et le doux sifflement de l'oxygène qui passait dans la canule à son nez. Ses membres semblaient lourds, comme s'il avait dormi pendant des jours, et sa gorge était sèche comme du papier. Une infirmière remarqua ses mouvements et appela rapidement le docteur Nathan, qui entra dans la pièce avec une expression mêlant soulagement et inquiétude. « Bienvenue parmi nous, monsieur Lefebvre. Vous nous avez fait une belle frayeur, » dit le docteur en vérifiant ses signes vitaux. « Combien de temps ?» réussit à murmurer Jonathan, sa voix rauque de désuétude. Le docteur Nathan ajusta le lit pour lui permettre de s'asseoir plus confortablement. L'homme d'affaires tenta d'organiser ses pensées confuses, des fragments de mémoire revenant lentement, la découverte de sa maladie, le désespoir de trouver un donneur, et ensuite, Cole. Son cœur s'accéléra en se souvenant de son fils, faisant réagir instantanément les moniteurs. Le docteur remarqua son agitation et posa une main sur son épaule pour le calmer. « La greffe a réussi, Jonathan. Votre corps réagit positivement à la moelle, » expliqua le docteur, marquant une pause significative, « mais il y a quelque chose que vous devez savoir au sujet de votre fils. »« Mon fils, qu'est-il arrivé à mon fils ?» demanda Jonathan, ressentant une peur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le silence qui suivit sembla durer une éternité tandis que le docteur Nathan organisait ses mots. Le docteur tira une chaise et s'assit près du lit, son visage révélant le poids de ce qu'il s'apprêtait à partager. Avec précaution, il commença à expliquer comment Cole avait dû être réanimé à 3 reprises pendant la procédure, son cœur s'arrêtant à plusieurs reprises à cause de la condition cardiaque qu'il avait depuis l'enfance. À chaque mot du docteur, Jonathan sentit comme un poing invisible lui serrer la poitrine. Il connaissait les risques, Jonathan. Il savait qu'il pourrait ne pas survivre, mais il a insisté pour aller jusqu'au bout, révéla le docteur, la voix étranglée. Il a choisi de risquer sa propre vie pour sauver la mienne, demanda Jonathan, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Le docteur Nathan continua son récit, décrivant comment, même après le premier arrêt cardiaque, Cole avait laissé des instructions explicites pour que la procédure continue, peu importe ce qui pourrait lui arriver. Le moniteur cardiaque de Jonathan enregistrait son agitation croissante à mesure qu'il apprenait le sacrifice de ce fils qu'il avait abandonné. Chaque battement irrégulier était un rappel douloureux du prix que Cole payait pour son choix. « La 3e fois que son cœur s'est arrêté, j'ai cru que nous l'avions perdu pour de bon, » confessa le docteur, passant une main fatiguée sur son visage. Mais il a continué à se battre, tout comme il s'était battu cette nuit de tempête, il y a 18 ans. Le poids de la culpabilité frappa Jonathan comme une avalanche lorsque le docteur mentionna la nuit de l'abandon. Ses mains tremblaient en agrippant le drap de l'hôpital, des taches sombres se formant là où ses larmes tombaient. Le docteur Nathan observa en silence tandis que l'homme d'affaires puissant s'effondrait devant l'ampleur du sacrifice de son fils. « Il m'a dit quelque chose avant l'opération », continua doucement le docteur. « Il a dit qu'il ne faisait pas cela pour le père qu'il a abandonné, mais pour la mère qui lui a appris la valeur du pardon. » Les mots du docteur firent Jonathan halter. « Comment peut-il être si différent de moi? Comment peut-il avoir autant de bonté après tout ce que j'ai fait ?» murmura Jonathan, plus pour lui-même que pour le docteur. Les heures qui suivirent furent un tourbillon d'examens et de vérifications, mais l'esprit de Jonathan était ailleurs, perdu entre le remords pour le passé et la peur de l'avenir. Les médecins lui expliquaient les soins nécessaires pour sa convalescence,
Mais tout ce à quoi il pouvait penser était son fils, qui, une fois de plus, luttait pour sa vie à cause de lui. Le docteur Nathan sentit son angoisse et tenta de lui offrir quelques mots de réconfort, même s'il savait que rien ne pouvait apaiser une telle douleur. « Il est fort, Jonathan. Il a survécu à l'abandon, il a survécu à la rue, » dit doucement le docteur. « Mais survivra-t-il à ma rédemption ?» répondit Jonathan, la voix brisée par l'émotion. La nuit commençait à tomber lorsque Jonathan trouva finalement la force de poser la question qu'il redoutait le plus. Sa voix tremblait alors qu'il demandait l'état actuel de Cole, et le silence du docteur Nathan avant de répondre fit se serrer son cœur d'une façon que même la maladie n'avait jamais réussi. Avec précaution, le docteur expliqua qu'après la dernière réanimation, Cole n'avait pas repris connaissance. « Il est dans le coma, Jonathan », finit par révéler le médecin. La tension de la procédure, combinée avec sa condition cardiaque. Les mots du médecin étaient comme des lames dans le cœur de Jonathan. « Et je suis responsable de tout cela », déclara Jonathan, le poids de ses choix passait plus évident que jamais dans la pénombre de la pièce. Jonathan regardait la ville à travers la fenêtre de l'hôpital, les lumières s'allumant une à une comme des étoiles artificielles. Son empire était là-bas, tous ses immeubles et ses entreprises qu'il avait bâtis au prix de son humanité. Maintenant, rien de tout cela n'avait plus d'importance. Son fils, le bébé qu'il avait abandonné par une nuit de tempête, était devenu un homme bien meilleur que lui. « Puis-je le voir ?» demanda-t-il au docteur Nathan, qui restait dans la pièce. « Demain, quand vous serez plus fort. » « Mais je dois être honnête avec vous, il se peut qu'il ne se réveille jamais, » répondit le docteur, la dure vérité pesant dans chaque mot. Le moniteur cardiaque continuait ses bips réguliers, marquant les battements du cœur qui battaient maintenant grâce à la moelle osseuse de son fils. Jonathan ressentait chaque battement comme une accusation, chaque pulsation lui rappelant le sacrifice de Cole. Le docteur Nathan se préparait à partir lorsque Jonathan l'appela une dernière fois, sa voix chargée d'une émotion qu'il n'avait jamais laissé paraître. « Docteur, dites-moi la vérité. A-t-il une chance ?» Jonathan demanda, s'accrochant à n'importe quel fil d'espoir. « La médecine a ses limites, Jonathan. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre et prier, » répondit le docteur en quittant la pièce, laissant Jonathan seul dans le silence, avec pour seul bruit le son implacable du moniteur rappelant que son cœur battait au prix du sacrifice de son fils. Quelques jours plus tard, dès que le docteur lui permit de rendre visite, Jonathan s'avança dans les couloirs silencieux de l'hôpital en direction des soins intensifs où Cole était admis. Ses mouvements étaient lents, encore affaiblis par la chirurgie, mais chaque pas était guidé par une urgence qui surpassait toute douleur physique. Le docteur Nathan marchait à ses côtés, surveillant ses signes vitaux et prêt à intervenir si nécessaire. Lorsqu'ils atteignirent enfin la porte de la chambre, Jonathan s'arrêta, son cœur battant de manière irrégulière grâce à la moelle de son fils. À travers la vitre, il pouvait voir le jeune homme immobile, relié à diverses machines. « Êtes-vous sûr d'être prêt pour cela ?» demanda le docteur, inquiet. « Je ne suis pas prêt, docteur, mais lui a attendu 18 ans pour ce moment, » répondit Jonathan, la voix étranglée. Le son des machines emplissait la pièce alors que Jonathan entrait, ses jambes tremblant alors qu'il s'approchait du lit. Chaque pas lui semblait plus difficile que le précédent. Cole était pâle, sa respiration maintenue par des appareils, mais il y avait une sérénité sur son visage qui rappelait à Jonathan celle de Hannah. Il s'assit sur la chaise à côté du lit, ses mains hésitant avant de toucher celle de son fils pour la première fois en 18 ans. Ce contact physique envoya un courant électrique dans tout son corps, et les larmes qu'il retenait depuis si longtemps commencèrent à couler librement. « Mon fils, s'il te plaît, réveille-toi. Ton père est là maintenant, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Et je te promets de me racheter de toutes mes erreurs. Aussi longtemps que je vivrai, je ne t'abandonnerai plus jamais, » finit-il, serrant doucement la main de Cole. Comme en réponse au toucher de son père, les moniteurs commencèrent à enregistrer des changements dans les signes vitaux de Cole. Ses doigts bougèrent légèrement sous la main de Jonathan, et ses paupières frémirent. L'homme d'affaires se leva brusquement, à peine capable de croire ce qu'il voyait. Le docteur Nathan se précipita dans la pièce, vérifiant rapidement les signes vitaux tandis que Cole luttait pour ouvrir les yeux. La lumière vive le fit cligner des yeux plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il puisse enfin se concentrer sur le visage de son père, désormais marqué par les larmes et un sourire tremblant. « Papa !» réussit à murmurer Cole, la voix rauque à cause de l'intubation. « Je suis là, mon fils, et cette fois, je ne vais nulle part, » répondit Jonathan, la voix brisée d'émotion. Jonathan s'assit au bord du lit, ses mains tenant toujours celles de son fils comme s'il craignait qu'il ne disparaisse. Les mots qu'il avait répétés lors de tant de nuits à l'hôpital lui semblaient dérisoires face à l'ampleur du moment.
Son corps tremblait de sanglots contenus alors qu'il essayait de trouver la force d'exprimer 18 ans de regret. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Ce que j'ai fait cette nuit-là, t'abandonner, mon propre fils, c'était impardonnable, commença Jonathan, chaque mot chargé de douleur. Mais j'ai promis de passer le reste de ma vie à essayer de mériter le fils que tu es devenu, même sans mon aide. Cole écoutait en silence, ses yeux, si semblables à ceux de son père, étudiant chaque expression sur le visage de cet homme qu'il avait cherché à comprendre si longtemps. Le discours de Jonathan continua, ponctué de larmes et de pauses pour reprendre son souffle. Il lui parla de Liliane, de la manière dont la peur et l'ambition l'avaient aveuglé, de comment chaque succès dans sa vie avait eu le goût amer de la culpabilité. Il évoqua la nuit de l'abandon, comment cette décision l'avait hanté à chaque instant de silence. « J'ai bâti un empire, mon fils, mais j'ai perdu mon humanité dans le processus. Il a fallu que je sois au seuil de la mort pour comprendre que rien de tout cela n'a de valeur sans amour, confessa Jonathan, la voix brisée. Parfois, il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment, répondit doucement Cole. Les jours qui suivirent furent un lent processus de guérison pour eux deux. Jonathan passa chaque moment libre dans la chambre de Cole, écoutant sa vie, les histoires de Hannah, les années passées dans la rue. Chaque histoire était une nouvelle blessure dans son cœur, mais il savait qu'il devait écouter, qu'il devait comprendre l'homme incroyable que son fils était devenu malgré son abandon. Les infirmières observaient le rapprochement progressif entre le père et le fils, remarquant comment l'homme d'affaires arrogant avait été remplacé par un homme humble et attentif. Elle serait fière de lui, Hannah, murmura un jour Jonathan en prière au chevet de son fils en regardant par la fenêtre. Elle l'était, papa, et elle m'a appris que la vraie fierté ne vient pas de ce que l'on possède, mais de ce que l'on donne, répondit Cole. Le jour de la sortie de l'hôpital arriva un dimanche ensoleillé. Jonathan avait préparé tout le dernier étage de son manoir pour accueillir Cole, mais il sentait toujours une certaine tension lorsqu'il évoquait le sujet. Son fils accepta l'offre de vivre avec lui, non pas pour le luxe ou le confort, mais pour la chance de reconstruire quelque chose qu'ils avaient tous deux perdu depuis si longtemps. Alors qu'ils marchaient côte à côte dans le couloir de l'hôpital, le contraste entre leurs vêtements, Jonathan dans son costume italien et Cole dans des habits simples donnés par l'hôpital, semblait symboliser le chemin qu'ils avaient encore à parcourir. « Es-tu sûr de vouloir tenter cela, mon fils ?» demanda Jonathan, hésitant. « Je ne suis sûr de rien, papa. Je sais juste que Hannah m'a appris que les secondes chances sont trop rares pour être gaspillées, » répondit Cole. Une voiture de luxe attendait à l'entrée de l'hôpital, mais Cole s'arrêta avant d'y monter, son regard scrutant l'endroit où il avait passé tant de nuits à dormir sur les trottoirs. Jonathan observa son fils en silence, comprenant pour la première fois le véritable sens de la richesse et de la pauvreté. « Tu sais, papa, » commença Cole en regardant toujours la rue, « j'ai passé des années à imaginer ce que cela serait de naître dans une famille riche. Mais maintenant, je comprends que la vraie richesse était dans le cœur d'une femme qui avait à peine de quoi manger, mais qui m'a nourri avec amour. » Jonathan sentit les larmes lui monter aux yeux. « Apprends-moi à être riche comme ça, mon fils. » Les portes du manoir s'ouvrirent automatiquement à l'approche de la voiture. Cole observait tout avec un mélange de fascination et d'inconfort, tandis que Jonathan essayait de ne pas sembler trop anxieux. La distance entre eux restait palpable, comme un mince verre invisible que ni l'un ni l'autre ne savait comment briser. En entrant dans la maison, Jonathan montra à son fils la chambre préparée pour lui, spacieuse, élégante, mais dotée d'une simplicité qu'il pensait que Cole apprécierait. « C'est différent de notre petite maison dans le quartier », commenta Cole en touchant le lit king size avec hésitation. « Mais nous pouvons transformer cet endroit en un foyer, mon fils, si tu me donnes la chance d'apprendre comment, » répondit Jonathan, son cœur se serrant en prononçant ce mot, « foyer », qui ne l'incluait pas jusqu'ici. Les mois suivants furent un processus délicat de construction. Jonathan apprit à respecter le rythme de Cole, comprenant que la confiance, une fois brisée, nécessitait du temps et de la patience pour être restaurée. L'homme d'affaires commença à faire de petits changements dans sa routine, échangeant les dîners d'affaires contre de simples repas à la maison où père et fils pouvaient parler de leur journée. De son côté, Cole apporta quelque chose à la maison que l'argent ne pouvait jamais acheter, la chaleur humaine. Peu à peu, les rires commencèrent à résonner dans les couloirs autrefois silencieux, et les murs froids du manoir commencèrent à se transformer en un véritable foyer. « Tu sais, mon fils, » commenta un soir Jonathan en regardant Cole préparer une recette qu'il avait apprise de Hannah, « je n'ai jamais réalisé à quel point cette maison était vide avant que tu n'arrives. Parfois, il faut vider son cœur de fierté pour pouvoir le remplir d'amour, papa, » répondit Cole en souriant. Chaque jour apportait une nouvelle découverte, un petit pas vers la réconciliation.
Jonathan observait, fasciné, comment Cole transformait les gestes simples en moments chargés de sens. Le petit déjeuner préparé avec amour, les histoires partagées pendant le dîner, les éclats de rire qui remplissaient désormais la maison autrefois silencieuse. Jonathan commença à annuler ses engagements du soir pour être à la maison, avide de ces moments de connexion. Un soir, alors que Cole racontait son enfance avec Anna, Jonathan sentit les larmes couler sur son visage. « Elle t'a donné tout ce que j'aurais dû te donner », murmura-t-il. Cole serra fermement la main de son père. « Et maintenant, tu as la chance de me donner autre chose, un avenir. » La transformation la plus significative commença lorsque Cole partagea avec Jonathan ses expériences dans la rue. L'homme d'affaires écouta attentivement les histoires de gens qui, malgré une pauvreté extrême, partageaient le peu qu'ils avaient. Ces conversations, souvent pendant les cafés du matin qu'ils prenaient maintenant ensemble, plantèrent une graine dans le cœur de Jonathan. Un matin, après avoir entendu parler d'un ancien compagnon de rue décédé faute de soins médicaux, Jonathan surprit son fils avec une proposition. « Et si nous utilisions une partie du manoir pour créer un centre de soutien ?» suggéra-t-il, la voix chargée d'émotion. Anna disait toujours que la vraie richesse n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée, répondit Cole, ses yeux brillants de possibilités. Les semaines qui suivirent furent d'une intense activité. Jonathan et Cole travaillèrent ensemble pour transformer l'aile ouest du manoir, chaque décision prise en commun, chaque espace conçu avec soin. L'homme d'affaires découvrit une nouvelle facette de lui-même en observant son fils diriger le projet avec une sagesse qui dépassait son âge. Un après-midi, alors que Cole expliquait aux architectes exactement ce dont les sans-abri avaient besoin, Jonathan le regarda avec admiration. « Tu as un don naturel pour ça, mon fils. » Cole sourit en touchant le médaillon autour de son cou. « J'ai appris de Anna que chaque don n'a de valeur que lorsqu'il est utilisé pour aider les autres. » Les dîners devinrent des moments sacrés de connexion. Jonathan, qui autrefois touchait à peine à sa nourriture pendant les réunions d'affaires, apprenait désormais auprès de Cole des recettes simples que Anna lui avait apprises. Une nuit, alors qu'ils préparaient un ragoût ensemble, Jonathan laissa une larme tomber dans la marmite en observant son fils reproduire les mêmes gestes qu'il se souvenait avoir vu faire à Liliane, sa mère biologique, dans la cuisine du manoir il y a tant d'années. « Savais-tu que tu as les mêmes gestes qu'elle ?» commenta Jonathan, la voix étranglée. « Et toi, tu apprends à avoir le même cœur ouvert et généreux que Anna, papa, répondit Cole en partageant un sourire complice avec son père. Les matinées prirent un nouveau rituel. Père et fils se promenaient dans les jardins du manoir, planifiant comment transformer chaque espace pour accueillir des personnes en situation de vulnérabilité. Jonathan écoutait attentivement tandis que Cole expliquait les besoins les plus élémentaires qu'il avait connus dans la rue. Une douche chaude, un lit propre, un endroit sûr pour garder ses affaires. Lors d'une de ces promenades, ils s'arrêtèrent sous un grand arbre où Jonathan jouait autrefois enfant. « Tu sais, mon fils, j'ai passé toute ma vie à construire des murs, et tu m'apprends à construire des ponts. » réfléchit Jonathan, la voix chargée d'émotion. « Parce que les ponts nous relient, papa, alors que les murs ne font que nous isoler, » répondit Cole, posant sa main sur l'épaule de son père. La transformation du manoir se faisait non seulement dans l'espace physique, mais surtout dans le cœur de ses habitants. Jonathan commença à rapporter à la maison des histoires différentes, non plus sur des acquisitions à plusieurs millions, mais sur des personnes qu'il avait aidées au cours de la journée. Cole remarqua comment son père passait plus de temps dans son bureau privé à revoir des projets sociaux qu'à participer aux réunions du conseil d'administration. Une nuit, alors qu'il passait devant la porte entr'ouverte, il vit Jonathan pleurer sur un dossier de documents. « Ce sont les papiers de ta naissance », expliqua le père en le voyant entrer. « Je suis en train de transformer toutes les entreprises en un fonds social, avec toi comme gestionnaire principal. » La nouvelle de la transformation du manoir en centre de soutien secoua la haute société. Les anciens amis de Jonathan remirent en question sa santé mentale, certains allant même jusqu'à suggérer que Cole le manipulait pour obtenir sa fortune. Lors d'un déjeuner d'affaires, Jonathan surprit tout le monde en se levant au milieu du repas. « Mon fils m'a appris que la véritable héritage ne réside pas dans les possessions que nous laissons derrière nous, mais dans les vies que nous transformons. Ceux qui ne comprennent pas cela n'ont plus leur place dans mon entourage. » Quand il rentra chez lui et raconta ce qui s'était passé, Cole le serra fort dans ses bras. « Maintenant, tu es vraiment l'homme le plus riche que je connaisse. » Les rénovations de l'aile ouest progressaient rapidement, chaque chambre préparée portait un peu de l'expérience de Cole dans la rue et de l'expérience de gestion de Jonathan. Les deux passaient des heures à discuter de chaque détail, de l'aménagement des meubles au programme de formation qu'ils allaient offrir. Pendant l'installation des premiers lits, Jonathan trouva Cole assis sur l'un d'eux, pleurant silencieusement.
Ce sont des larmes de gratitude, papa. Je pense à toutes ces nuits passées dehors, rêvant d'avoir un endroit comme celui-ci où dormir. L'homme d'affaires s'assit à côté de son fils et lui prit la main. Pardonne-moi pour chaque nuit que tu as passée dans le froid. Je te promets de consacrer le reste de ma vie à réparer chacune de ces nuits. Le jour de l'inauguration du centre, le manoir, autrefois symbole de pouvoir, débordait désormais d'espoir. Des dizaines de sans-abri furent les premiers à franchir les portes, accueillis personnellement par le père et le fils, Jonathan et Cole, côte à côte, portant leurs médaillons identiques. Ils observaient leur vie s'entrelacer pour une cause plus grande. Une dame s'approcha d'eux, les larmes aux yeux, pour les remercier de lui donner une chance de recommencer. Anna serait fière, murmura Cole en serrant la main de son père. Elle l'est, mon fils. Et cette fois, nous ferons une différence ensemble, répondit Jonathan alors que les premiers rayons du soleil illuminaient le début d'un nouveau parcours. Le temps prouva que le véritable miracle ne résidait pas seulement dans la guérison physique de Jonathan ou dans la transformation du manoir en centre de soutien. C'était la reconstruction de l'amour entre le père et le fils. Cole trouva en Jonathan non seulement le père biologique qu'il avait abandonné, mais un homme transformé par la puissance du pardon. Jonathan découvrit en Cole non seulement le fils qu'il avait presque perdu, mais le guide qui lui avait appris le vrai sens de la richesse. Les médaillons qu'il portait n'étaient plus des symboles d'abandon, mais des témoins silencieux du fait que l'amour, lorsqu'il est sincère, a le pouvoir de réécrire les histoires et de guérir les blessures les plus profondes. Tu sais, papa, dit un après-midi Cole en observant l'activité au centre, Anna disait toujours que l'amour est la seule chose qui se multiplie quand on la partage. Jonathan prit son fils dans ses bras, les yeux embués de larmes. Et toi, mon fils, tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer.